Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Je suis en compagnie de mes petits osios pour un épisode bien sympathique. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans notre workflow. Comment ça va les gars ? Salut. Impeccable comme d'habitude. Toujours un bon moment les vendredis matins. Ouais. Déjà parce que c'est vendredi. Et il fait frais. Il fait frais. Petit point météo. Le point météo. Il Il fait frais mais il fait sec. Écoute, moi ça me convient. Merci, on va t'appeler Jocelyne Météo. Je sais pas pourquoi, Jocelyne, ça se rapproche de Micheline, on est bien. Ah, la fameuse. En tout cas, vous avez de la chance pour l'instant, on n'a pas de travaux à côté de nous. Ouais. Parce que là, franchement, ça fait 1 heure que les voisins ont décidé de faire des travaux et pour l'instant, on est épargné. Aujourd'hui, on va parler de bio-ordinateur. Alors, un terme assez mystique, mais pour le coup, ça va être. Pour la santé, non ? Eh ben non, il est pas à manger celui-là. Ah. Et tu verras, par contre, on va parler de morning routine parce qu'on a fait des morning routines atypiques, mais alors celle-là, franchement, elle vaut le détour. Oh oui. Un petit point Google et puis bien sûr notre workflow de travail, de gaming. On va parler console de jeu, on va parler PC, on va parler application, on va vous donner des recommandations. Un épisode assez haut en couleur et c'est maintenant. Et si l'intelligence artificielle de demain n'était plus seulement numérique mais aussi biologique ? C'est la promesse du CL1 et qui était d'ailleurs au MWC de Barcelone. T'as dû la zapper, mais en même temps c'est un truc un peu conceptuel. C'est apparemment le premier bio-ordinateur fonctionnel au monde conçu par l'entreprise australienne Cortical Labs. Globalement, c'est un dispositif qui se dit révolutionnaire et qui mêle à la fois des neurones humains vivants et des composants électroniques. Genre, imagine ton PC et à l'intérieur, t'as des neurones qui travaillent. C'est hyper chelou. Globalement, ils prennent du sang ou de la peau pour les transformer en cellules souches et des cellules souches en cellules cérébrales pour créer une sorte d'intelligence. Donc, c'est pas de l'IA comme on peut connaître aujourd'hui et qui marche bien. Là, on est vraiment sur des vraies cellules capables d'apprendre et de s'adapter de manière plus naturelle et plus fluide qu'une intelligence artificielle traditionnelle. C'est ça, on parle des réseaux neuronaux parce que c'est une manière plus efficace pour faire fonctionner les algorithmes IA, etc. Mais en fin de compte, là, tu prends le neurone tel qu'il existe dans le cerveau, puisqu'on dit que le cerveau, un peu de manière parodiée, c'est le processeur du corps humain. Donc là, comment est-ce que tu prends cette partie plutôt organique, tu la mets dans un ordinateur, puis il parle pas le binaire, ton cerveau, tu vois. Donc c'est ça. En vrai, c'est assez fou comme truc. C'est une dinguerie. J'ai l'image de Fallout, tu sais, pour ceux qui ont joué à Fallout, tu sais, les robots où à la fin de ta vie, te prennent ton cerveau, ils te le mettent dans un bocal et puis t'as un petit robot et t'as juste le cerveau qui est exposé. Moi, je vois vraiment ça. Alors qu'en vérité, non, c'est microscopique comme. Alors, c'est marrant parce que quand tu regardes l'ordinateur, il y a différentes vidéos que vous pouvez aller voir. On vous mettra un extrait sur Instagram. Mais en fait, t'as vraiment l'impression que c'est une sorte de corps humain, mais dispatché, un petit peu mis numériquement, où le mec explique, globalement, c'est les poumons de la machine, ça va être le foie de la machine et tout ça. Et en termes de séquençage, quand tu regardes comment c'est interprété sur l'ordinateur via leur logiciel, leurs données, je sais pas trop ce qui s'y passe, t'as vraiment le côté un peu Severance du truc, où c'est vert, t'as des lignes qui défilent et tout, c'est vraiment hyper particulier. Demain, ton PC qui peut tomber malade. Mais c'est un peu ça, mais en même temps, ils disent que l'un de ses atouts majeurs, c'est qu'il est entièrement programmable et autonome. Globalement, t'es pas obligé de le connecter à un ordinateur externe pour qu'il fonctionne. Il suffit de le connecter à des périphériques USB ou des capteurs pour l'intégrer dans des expériences en temps réel. Et en fait, l'un des cas d'usage de ce genre de machine, c'est par exemple cultiver des neurones spécifiques à un patient atteint d'Alzheimer ou d'épilepsie pour tester des traitements personnalisés directement sur les cellules humaines. Ça, ce sera assez fou. Ça, c'est un truc assez ouf. Donc, au lieu de traiter l'humain en tant que tel, tu vas prendre des cellules qui lui appartiennent pour justement pouvoir les traiter. Ouais, t'en as déjà qui font ça, notamment, tu sais, pour produire de la viande ou pour produire des bouts de peau. Tu sais, t'élèves la peau en laboratoire pour pouvoir la réintégrer à des brûlés, ce genre de choses. Là, en fin de compte, je pense que c'est un peu mal interprété de dire que c'est un ordinateur. En fin de compte, c'est t'intègres des composants humains dans un dispositif plutôt numérique. Mais il faut pas voir ça comme si demain t'allais aller sur YouTube ou sur Insta avec un PC qui est organique, tu vois. Il l'appelle, c'est ça, bio-ordinateur, parce que c'est vrai qu'il y a tout le côté
côté aussi numérique à l'intérieur, composants et tout, pour que tu puisses pour interpréter finalement les données qui sont transmises par les cellules. Donc il y a une sorte de vrai combo entre les deux, c'est hyper intéressant. Et alors c'est vrai que là c'est un des cas d'usage, mais bon, on peut imaginer plein de trucs, que ce soit à la fois pour aider des patients atteints de maladies ou même dans d'autres domaines. Et il y a, on peut vraiment essayer de pousser le truc un peu plus loin en mode vraiment sci-fi où tu sais que ça, c'est un truc qui peut être dans des labos demain. Tu vas y aller un peu. Alors, c'est dans quel film qu'il y a ça? Où tu sais, ils se mettent dans des machines un peu style Wakanda et tout ça. Ah, Avatar. Oui, alors, je crois que tu l'as dans Avatar, mais Oui, tu il l'as y a peut-être le plus film, dans. avec où ils partent, ils doivent aller sur une. En fait, la planète Terre, elle est un peu genre, c'est le boxon. Et il y a une station spatiale. Et il y avait, je sais qu'il y avait un enfant malade qui va dans une machine et ça la guérit, c'est ça? Tu penses à ce Ouais, film-là? alors je sais pas si c'est ce film-là à proprement parler, mais je pense que ça doit être commun sur pas mal de films. C'est une thématique qui Oui. revient assez régulièrement. Mais effectivement, ce genre de machine où tu te mets à l'intérieur et tu sais, il va globalement scanner ton corps Ouais. et il sait que bon, bah, tu vas être atteint de tel ou tel truc. Et du coup, il va corriger ce problème-là avec des je nouvelles vois. cellule. Ouais. Une sorte de régénérescence ou de trucs comme ça. Ouais. Je pense que c'est c'est un truc commun que tu peux voir même dans Wakanda. J'ai plus le titre du film. Le second, Black quoi. Panther. Ouais, Black Panther, t'as Wakanda Black- Forever. Ouais, alors c'est dans le deuxième, je crois que tu vois ça, mais tu le vois aussi, il me semble, dans Avengers Tu l'as Endgame. plein. Enfin bref. T'as un bocal comme ça, même dans Boba Fett, enfin dans le Mandalorian. Ouais, Donc, voilà, ça, exactement. ouais. C'est vraiment une thématique qui Moi, revient j'ai assez Elysium, régulièrement. moi. J'avais Elysium comme film. Ah oui, avec j'allais dire Jason Bourne, mais non, c'est comment il s'appelle? Comment Mark il s'appelle Matt Damon. Matt Damon. Mark Wahlberg. Ouais, très bon film d'ailleurs, Elysium, mais Ouais. on n'est pas encore en reco, ça fait toujours Mais, plaisir. mais justement, dans Elysium, il y a ce processus-là où ils mettent un enfant qui a des problèmes génétiques ou machin. Oui, qui c'est scanne vrai, le c'est pas, oui, corps c'est et vrai, qui- exactement. Mais c'est exactement ça. Je sais pas si- ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. J'avais plus la scène en tête, mais là, ça vient de me revenir. Et dans le cas de cet ordinateur, en vrai, on est aux prémices de quelque chose qui, pourquoi pas, pour l'instant, nous, parce qu'on regarde ça avec l'œil d'aujourd'hui en disant, ouais, c'est une technologie qui est pas, même pas niche. Qui est On n'est même émergente, pas dans la quoi. niche Ouais, encore. Parce ouais. qu'il y a, comment dire, c'est des cas d'usage qui sont hyper spécifiques. Exactement. Mais plus tard, tu pourrais, je disais en rigolant, tu pourras pas aller sur YouTube ou Insta avec, pour l'instant. Parce qu'elle est quand même pour l'instant. Demain, on pourrait très bien imaginer que, de par la frontière qu'il y a avec les composants matériels, notamment le fait que plus ils sont petits, plus tu vas arriver aux frontières avec tu sais, la partie quantum computing, enfin les problèmes comment dire, notamment les problèmes du quantique avec, tu sais, les processeurs, s'ils sont trop fins, ça fonctionne avec des transistors, donc le courant passe et le courant il passe pas. Ouais. Et là, tu es sur une finesse de gravure tellement fine Ouais, du nanomètre. que les électrons, ils arrivent à sauter quand même d'un transistor à l'autre, Ouais. même en état ouvert, donc où le courant ne passe pas. Ok. C'est assez fou. Et bah peut-être que ça, c'est plus tard une techno qui permettra de s'affranchir de ces limites-là. Complètement. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir le côté outre de l'intelligence artificielle. Je sais que régulièrement, Mathieu, tu nous parles aussi d'intelligence artificielle plus générale Ouais. ou beaucoup plus intelligente. En tout cas, le deuxième step de ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, on est peut-être même sur un troisième. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Ou, c'est intéressant. Je sais pas si ce que je vais dire est forcément pertinent, mais c'est intéressant de voir parce que tu sais, aujourd'hui, on crée de l'intelligence artificielle, mais on arrive de plus en plus à une frontière où on comprend pas comment l'IA arrive à pondre certains résultats. Et en fait, il y a pas mal de gens qui se penchent sur la question. Et moi, de ce que je vois, ça fonctionne vraiment un petit peu comme le cerveau humain, l'IA, de plus en plus. Ok. Il y a une histoire de récompense, par exemple, pour l'IA, qui est comme ça challengée, qui devient plus efficace, un peu comme un humain, genre tu réponds bien, on te donne une récompense. Alors pas une récompense dans le sens du terme comme nous, humains, on conçoit, Genre je te félicitations, donne un bonbon bravo, ou un je te truc donne un comme ça, Petit gâteau. mais c'est un truc du même acabit, de la même, je vais pas rentrer dans la technique, parce que moi-même, c'est un sujet que je regarde très humblement, mais il y a un côté de système de récompense, et d'ailleurs, il y a des trucs où, au fait, au lieu de, par exemple, attendre la finalité de la solution que tu attends pour donner une récompense, ils commencent à essayer d'optimiser l'IA en filant des récompenses. Genre, je vais schématiser très rapidement. Un enfant qui, par exemple, tu lui apprends à faire du vélo en lui disant, bah, déjà, monte sur le vélo, une récompense. Fais 2 mètres avec le vélo sans les petits trous, t'as réussi, une récompense, tu vois. Et petit à petit, c'est comme ça que... Donc, je sais pas si c'est très pertinent ce que je dis là à ce moment-là, mais on se rend compte qu'en fait, même de point de vue purement informatique, il
y a quand même des similarités avec notre manière de Ouais, tu penser m'étonnes. biologiquement. Et c'est intéressant, ça me fait beaucoup penser à ça, ce que tu es en train de dire. Pour l'anecdote, ou en tout cas pour que vous puissiez le savoir, c'est des laboratoires, si jamais ils peuvent pas l'acheter, ils pourront y avoir accès à distance via une formule, via le cloud, pour utiliser, pour faire un service de calcul classique, comme on pourra retrouver sur d'autres services aujourd'hui plus communs, avec du PC gaming ou quoi. Donc ouais, je trouve ça assez fou de voir à quel point cette technologie peut être démocratisée. Une technologie finalement innovante, complètement nouvelle, même si on en entend parler assez régulièrement. Mais c'est vrai que ça ouvre une nouvelle perspective, un petit peu de l'IA et du monde un peu Même de l'informatique, interconnecté, de l'informatique globale. Comme on est dans le domaine de l'IA, je te propose une petite étude des chercheurs du MIT et d'OpenAI qui ont fait un petit peu une manière de voir comment sont nos rapports entre ChatGPT et notamment les utilisateurs. Alors, on va beaucoup parler d'utilisateurs qu'on appelle les fameux power users, les utilisateurs qui utilisent beaucoup cette intelligence artificielle et ils sont en train de se rendre compte d'un truc. J'ai l'impression qu'en fait, ça paraît couler de source, mais peut-être pas tant que ça, qu'il y a des signes d'addiction à l'IA. Un petit peu comme ce qu'on est en train de vivre avec le smartphone et l'addiction à l'écran. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé 40 millions d'interactions avec ChatGPT qui a été fait auprès de 1000 participants sur 4 semaines. Et en fait, ils ont vraiment... les résultats montrent vraiment qu'il y a des signes d'addiction chez les utilisateurs. Il y a combien de personnes? intensifs. 1000 1000 1000, personnes, ils ont fait 40 millions d'interactions avec ChatGPT. Mais wesh, Ouais, mais de ils sont ouf. zinzin. De Faudrait fou, faire hein. le ratio, combien ça C'est fait ouf. 40 millions comparé à 1000 Mais c'est un truc de personnes, ouf. ouais. En fait, il y en a certains, ChatGPT commence à devenir ce qu'ils appellent un ami. C'est vraiment mis en place, dit dans l'étude. Et il y a tous les problèmes d'addiction. C'est genre la préoccupation constante, des symptômes de sevrage. Tu sais, à force d'utiliser, quand tu l'utilises pas, t'as des effets physiologiques, quoi. Ouais, Soit ouais, c'est- Un effet de manque, Ouais, genre. ouais, un effet de manque, que ce soit des mains qui tremblent ou tu vois, De la sueur. tu Où est commences mon chat GPT? Voilà, exactement, ou des soucis même psychologiques, quoi, qui sont assez fous. Ils ont aussi cette sensation de perte de contrôle sur la durée d'utilisation et des modifications de l'humeur. Est-ce que tu as les infos des âges des gens ou c'est genre toute une population diverse et variée? Alors, Parce que je me dis, la question derrière ça, c'est, je sais que les adultes, ils en prennent connaissance, mais ils ont déjà un esprit adulte. Vis-à-vis des enfants qui se mettent à utiliser ce genre d'outils de plus en plus pour faire les Ouais, devoirs, au etc., lycée et tout. Ouais, ça ouais. doit être vachement plus perturbant parce que t'as pas t'as encore un cerveau entre guillemets en développement, tu vois. Et malo- tous les codes sociaux, tu les as pas forcément. ouais, malheureusement, les profils qui remontent, il n'y a pas forcément d'âge ni de sexe et autres. On a juste des profils à risque qui ont commencé à être identifiés comme des personnes qui souffrent de solitude ou qui traversent des périodes difficiles et certains qui utilisent vraiment qui développent carrément une relation parasociale avec l'IA. On en avait vraiment C'est-à-dire parlé, ça. que- Ah ouais, ouais, c'est Que ouf. la frontière entre l'IA qui est censée être un outil, qui est censé être là pour nous accompagner dans des tâches. Moi, c'est mon cas, elle m'accompagne dans des tâches quotidiennes, je pense un peu comme tout le monde. Pour moi, c'est un compagnon d'optimisation dans mes tâches. Mais c'est une sorte d'assistant en fait. C'est ouais, un outil, voilà. mais t'as toujours Mais- l'aspect outil. C'est C'est pas. ça. Mais on en parlera Il y d'ailleurs a pas de dans personnification. le côté workflow. Ouais. C'est intéressant. Et il y en a qui sont en train d'un peu de brouiller les cartes avec cette relation-là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit que ces personnes-là, elles réduisent les interactions sociales humaines parce que pour le coup, elles ont cet assistant à portée de main tout le temps branché avec eux H24. Donc, ils commencent à s'isoler. Et aussi, par contre, ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'ils ont constaté que les interactions en mode texte généraient davantage d'émotions que le mode voix. Alors que j'étais persuadé que le mode vocal, justement, brouillerait encore plus les frontières. Ouais, mais il y a peut-être encore, Apparemment, peut-être que les voix sont encore trop synthétiques, pas assez humaines. Ouais, et je Donc pense qu'il y peut-être a qu'il y a aussi... une frontière qui se crée inconsciemment. Et je pense que peut-être la partie vocale débride moins, tu vois, l'imagination, Je suis d'accord. l'imaginaire. Je Ah pense oui, que c'est plutôt ouais, ça. parce Tu que tu vois, t'interprètes tu le lis avec la voix dans ta tête, en fin de compte. Voilà, c'est ça exactement. Tu- D'ailleurs, on le voit, même moi, quand tu as des échanges par texte avec les gens, par exemple, si on s'envoie un SMS, Oui, tu vas si je te- interpréter d'une certaine voilà, manière en vrai, un ça se point trouve, je vais dire un d'exclamation. truc en rigolant, et toi, tu vas te dire, ah non, il est vénère, et tout ça. Des fois, ça brouille un peu les cartes, le Complètement, texte. ouais. Donc là, c'est clairement mis en avant. Ce qui, en tout cas, il en ressort, et ce qui est dit, c'est qu'il va falloir commencer à penser très clairement à un encadrement éthique de l'utilisation de ces IA conversationnelles, le fait que, justement, ce soit des IA qui conversent avec nous et qui dépassent un peu le stade de ce qu'on a connu avec des Siri, des Google Assistants.
où c'était genre allume la lumière, oui, j'allume la lumière, tu vois, fin. Ouais, truc bête et Voilà, méchant. t'as des choses comme ça. Ils commencent à se demander s'ils doivent pas aussi intégrer des alertes en cas d'usage prolongé. Voilà, de commencer à dire un petit peu comme le monde du jeu vidéo, tiens, ça fait longtemps que tu joues, est-ce que tu devrais pas faire une pause, etc. Va parler à une vraie personne, va toucher le gazon. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et aussi essayer d'envoyer des messages d'encouragement pour faire des pauses régulières, comme ce que tu étais en train de dire. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, c'était un peu prévisible. Mais on en tout avait ça. déjà parlé. Mais bien hein. sûr, c'est prévisible. Enfin, c'est évident. Tu vas avoir une personne avec qui tu discutes H24 qui, globalement, écoute tout ce que tu lui dis. Enfin, il va pas te contredire. Et il qui va agit pas comme te- tu as envie d'agir. Ouais, bien sûr. Exactement. Enfin, c'est Et toi oui, qui est qui maître te de ce conforte que. Ouais, dans ta qui- manière de voir exactement. les choses, de penser les choses, qui aura jamais forcément d'esprit de contradiction, qui... En tout cas, côté éthique, il peut en avoir si tu Ouais. lui dis des trucs, des dingueries, quoi. Mais sinon, autrement, enfin, il va toujours te rejoindre dans certains propos et. C'est flippant à dire, mais ça pourrait être le meilleur de tes meilleurs amis, en fait. Ouais, Parce que, bien sûr. du coup, il va toujours dans ton sens. Et Complètement. ça, c'est pour des personnes psychologiquement fragiles, ou en tout cas dans une... Parce que on pense beaucoup aux personnes psychologiquement fragiles, mais ça peut être juste, toi, un mood du moment. Tu vois, Exactement. tu peux basculer juste parce qu'en ce moment, tu es un petit peu moins bien et que finalement, bah, tu as ce truc-là qui est avec toi et que tu n'as pas forcément quelqu'un à côté de toi ou un ami avec qui discuter parce qu'il n'y a pas le temps. Ou que tu n'as pas Ça envie peut bloquer. de te confier Ouais, avec un ami, ouais, avec, voilà. avec tous les Sur biais des humains, sujets etc. qui sont un peu techniques, un peu où tu es mal à l'aise. Là, en fait, Bon, on il en faut parlait dans trouver, une news, tu sais, de la fameuse personne qui travaille chez OpenAI, qui a fait, qui a transmis tous les documents de son épouse qui avait avait une une maladie. ouais. Et bah, voilà, le mec, il a eu des avis médicaux, mais en même temps, il est allé voir ChatGPT pour lui dire bon, Ouais. bah voilà, Il avait la double personnellement, j'ai ça, comment on peut le résoudre. Et on voit qu'il y a tout un Il y a un marché côté là. très personnel, Ouais, quoi. ouais, et il y a un marché qui est en train de se développer là-dessus, plus en Asie que chez nous pour l'instant. Mais on sait toujours, hein, nous, des fois en Europe, c'est juste qu'on a 10 ans de retard par rapport à certaines pratiques. Typiquement, la personne décédée qu'on va faire revenir en IA, les relations amoureuses aussi également qu'on va développer, la petite copine idéale et trucs comme ça, et qui montrent que certains ne font plus que ça, ne parlent plus qu'à ces personnes-là. Quoi. Et c'est que des scénarios qu'on a déjà vus dans des épisodes de Black Mirror. Mais En c'est plus, et clair. on sait comment ça se termine. Imagine ce la genre de liaison situation. entre le bio-PC qui a des vraies cellules d'une personne de ta famille, disons, décédée, mélangée avec l'IA qui va pouvoir Piocher dans tous les réinterpréter tout ça, souvenirs et qui a piocher un accès à souvenir. tout. Waouh, c'est fou! Tu vas arriver à la frontière un peu à Le Aerobot, mind blow un est peu, dingue. comment il s'appelle le jeu dont on avait parlé la dernière fois là, tu sais, avec justement Detroit Become Human, Ouais. Oui. où tu as justement les IA avec des vrais corps, etc. C'est encore des machines, c'est pas du biologique, mais on arrive à cette frontière là de se dire bah peut-être que plus tard ça sera envisageable d'avoir des assistants mais plus vocaux, boostés à l'IA, qui seront C'est chez une toi, qui sorte auront de des apparences transhumanisme humaines. en fait. C'est du ouais un petit peu Un ouais. peu, ouais. Et ensuite, tu prends ça, tu le mets dans un Neo Gamma, un robot humanoïde De ouf. dont on a Ouais. aussi parlé. C'est ça. Waouh, non mais là, le futur est dingue. En vrai, on pourrait faire un épisode basé Il là-dessus. y aura un épisode complet, il y a beaucoup trop de Sur le trucs à dire transhumanisme, il y a plein de trucs à dire. et toutes les semaines tu as des nouvelles choses qui sortent, donc il y a vraiment un gros secteur, c'est assez fou parce que plus ça avance, plus tu as l'impression que c'est exponentiel dans les percées qui sont faites. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu là-dedans, c'est plus ça avance, plus on a énormément d'exemples qui montrent qu'on va un peu dans le mur dans certains trucs, ou en tout cas que certaines technologies vont être difficilement adaptées à des personnes qui sont peut-être déjà en souffrance. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est tellement tiraillé par l'excitation d'avoir envie d'y aller, et peut-être qu'il y aura des gens qui vont être laissés sur le carreau. Et ça, c'est un peu le truc qui fait peur parce qu'on oublie de remettre toujours des garde-fous, quoi. Est-ce que vous avez entendu parler du deal qui a eu lieu entre cette semaine et la semaine dernière, c'est pas vraiment clair en termes de timeline, mais qui concerne le plus gros rachat que la maison mère de Google, Alphabet, a fait de son histoire. Alors, il me semble que j'ai un truc. J'ai pas envie de niquer ton sujet, mais ça commence par un W, non? Exactement. Ok. Alphabet, donc la maison mère de Google, a fait sa plus grosse ABC. acquisition depuis son existence pour 32 milliards de dollars Waouh. pour la startup de sécurité Wiz. Alors, je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde. Les experts de la sécurité ils connaissent très bien Wiz, malgré le fait que c'est assez récent. Avant de parler spécifiquement de Wiz, je vais parler un petit peu du détail du deal. C'est un achat qui s'est fait en numéraire. C'est-à-dire que globalement, ils ont sorti de l'argent. C'est pas genre des Des assets, actions, ce genre de trucs. Ils ont acheté la boîte en cash, donc avec du Ah ouais. capital de Google, etc. 32 milliards, c'est quand même assez imposant. J'essaie de voir si c'était le plus gros deal pour le rachat d'une solution en cybersécurité. Je pense que oui. Je prenais pas ce que je dis comme pour Argent acquis. Pour argent comptant, exactement. Parce que de tous les deals que j'ai trouvés, j'en ai pas trouvé d'un aussi substantiel. Il y a eu le rachat il y a pas longtemps de VMware par Broadcom, par exemple, le fabricant
Des puces. de puces. Il y a eu avant Thales, français, qui a racheté Imperva, mais pour beaucoup moins, je crois que c'était aux alentours des 5-6 milliards. 32 milliards pour une société en cybersécurité, c'est jamais vu. C'est énorme. D'autant plus que la société, elle a été créée en 2020. Ah La waouh. société, elle a 5 ans. Mais Ah ouais, attends, ok. elle pèse autant. Alors, j'ai quelques chiffres. C'est pas compliqué. Donc, créé en 2020, 50% des clients, c'est des Fortune 100. Ah oui. Mars, ok. LVMH, Ouais. machin, Que les des pointures. gros. C'est 5 millions. J'adore mettre Mars à côté de LVMH, c'est génial. Mais Mars, on se rend pas compte, mais tu sais, c'est en termes de Ah oui, comment c'est dire, énorme. d'impact, c'est énorme. C'est C'est Nestlé, énorme, c'est mais- tout ça, c'est un truc de. Ouais, mais grave, mais mettre à côté de LVMH, Louis Vuitton, Tiger Years, Mais tu j'adore. regardes les grosses holdings, les grosses maisons mères de ces marques-là, tu regardes, en fait, Mars, c'est énormément de trucs. Genre, c'est la concurrence presque de Coca ou un truc comme ça en Ouais, termes de sur les mais- boissons. Enfin, c'est vraiment assez fou. Les célébrations. Nous, on voit et les tout, bars, on voit les bars Mars. Ouais, mais non, en fin de compte, non, le t'as la groupe est maison. gigantesque. Ils Bon, ont si vous racheté plein de passez trucs. par là, n'hésitez pas à la sponsor, les mecs. On drop des names comme ça. C'est vraiment ça. C'est 5 millions de workload cloud protégés. En fin de compte, c'est le cœur de métier de Wiz. C'est ce qu'on appelle le CSPM, le Cloud Security Posture Management. En fait, c'est juste une solution qui va se brancher sur tes différents fournisseurs de services cloud. Donc Microsoft Azure, AWS, Google Cloud et Oracle, puisqu'ils font aussi du Oracle. Et qui va, en gros, sans agent, une fois que tu l'as connecté, il analyse ce qui se passe dans ton cloud, il te relève des alertes. Et c'est assez fou parce que un des gros problèmes dans ce genre de métier, c'est l'inventaire et tu peux pas protéger ce que tu connais pas. Là, eux, une fois que tu le connectes à ton environnement, t'as pas d'agent à déployer sur chacune de tes ressources. Ils récupèrent toutes les Mais c'est informations. dans le domaine pro, c'est pas dans le domaine C'est particulier. dans le domaine pro, c'est que du pro. Ok, encore ouais, une fois, c'est pas une solution que tu peux avoir. Tu peux l'avoir à titre particulier si tu fais du Azure pour déconner, etc. Mais non, oui, mais c'est pas genre, t'as un iCloud, tu vas connecter la solution pour C'est- être sûr de pouvoir sécuriser ce qui s'y passe C'est ce ça, qu'il y a dessus, quoi. c'est pas genre McAfee, c'est pas ton antivirus, Oui, tu voilà. vois, c'est pas Norton. Non, c'est bien une des solutions qui sont destinées aux professionnels. Pour Mars. Pour Mars, par exemple, LVMH, tout ça. Alors, j'avais tous les noms hier, parce que vous en connaissez beaucoup. Encore une fois, les Fortune 100, c'est des noms qui sont assez connus. Et c'est 230 milliards de fichiers analysés quotidiennement. Ouais. Donc, ça fait quand même Ouais. une bonne petite partie de Google comment aurait dire, pu de faire un workload. effort, tu vois, s'aligner avec ce chiffre. Mais tu crois pas si bien dire parce qu'en fin de compte, la société Wiz, elle a été créée par Asaf Rapaport. Alors, je l'ai pas dit, c'est une société qui est israélienne à la base, si je l'ai pas dit. Ami Loutwak et Roy Reznick. Et pour info, ils avaient monté une société qui s'appelait Adalom en 2012 et qui a été rachetée en 2015 pour 320 millions par Microsoft, qui l'a intégré dans ses offres, qui a été rebrandé en Microsoft Cloud App Security, donc MCAS à l'époque, qui a été rendu disponible en avril 2016. Donc, ils ont complètement absorbé la technologie pour la rendre dispo. Et on la connaît aujourd'hui en tant que Microsoft Defender for Cloud Apps. Et en fin de compte, c'est assez fou parce que les mecs, ils ont fait un premier Ah, jet, les mecs, c'est des génies. Hein. racheté par Microsoft. 4 ans après, dans le plus grand des calmes, ils te font une boîte. Et 5 ans après, elle est rachetée par Google pour Alphabet. un montant Ils vont, absolument... ils vont refaire une boîte et c'est Apple qui va les racheter. C'est ça, absolument astronomique. Et il y avait déjà des discussions qui avaient eu lieu avec Google pour le rachat de Wiz qui avait été rendu public en juillet 2024 pour un montant à la base de 23 milliards. 23 milliards, 32 milliards en Pas 6 mal. mois. Ouais, ils ont Le inversé step est bon, hein. les chiffres. Ils ont inversé Ouais. les chiffres. Globalement, ça fait quand même un petit peu d'argent dans, Le step est bon. dans la. Mais ils dans la sont, caisse. ils sont en bourse eux, ou pas du tout? Euh, C'est privé? Je crois que c'était privé. Alors, je me suis pas du tout renseigné. Il y a peut-être un fonds d'investissement quand même parce que ça fait quand même pas mal de Oui, ressources je sais, nécessaires pour les actionnaires. Donc c'est peut-être qu'ils ont racheté toutes les parts. Je saurais pas dire. Mais selon des mots du PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, ça va permettre à davantage d'entreprises de prévenir les cyberattaques, y compris dans les environnements logiciels professionnels très complexes. Ça aidera les organisations à minimiser les coûts, les perturbations et les traces causées par les incidents de sécurité. Donc on revient un petit peu autour de ce que je disais de base avec tout ce qui est menaces liées à l'IA, menaces liées aux environnements cloud qui, parce que c'est géré par un externe, ne veut pas dire que c'est sécurisé. On a tendance à croire parce que si c'est pas chez soi, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la sécurité. Ouais. Non, tu as quand même un niveau de responsabilité dans lequel toi, tu dois faire, T'as une responsabilité, acte, quoi. un minimum de T'as ta part, protection. quoi. C'est T'as ça, ta tu as part ta à part de faire. responsabilité. Et ça va clairement dans ce sens-là. Donc, bon deal de la part de Google. Et on pourra voir. Ça va quand même, Wiz va quand même rester disponible pour ceux qui l'ont déjà acheté et pour ceux qui voudraient l'acheter Pour les clients, à quoi. l'avenir, pour les clients. Et ça va pas, je pense, Google va intégrer la techno, mais il va pas tuer Wiz comme Microsoft a pu le faire avec Adalom. Ça va vraiment être en plus un produit, son propre nom, mais ça va se retrouver, je pense, lié aux différents produits qui sont déjà dispo chez Google.
On a déjà parlé de routine atypique, mais alors celle-là, franchement, je l'ai pas vu venir. Elle a secoué les réseaux, celle-ci. C'est la morning routine absurde de cet influenceur qui a fait exploser les ventes d'une marque d'eau. Alors- Donc déjà le pitch est fou. C'est ça, c'est fou. Morning, on va y revenir. Oui, Mais on n'a pas la même notion de Oui, morning. c'est vrai. On a déjà parlé de notre morning routine à nous. Ouais. Globalement, elle commence à partir de 6h30, 7h, quoi. Ouais. Et encore, Voilà. ça dépend des jours. Ouais. Le mec, alors c'est un influenceur américain qui s'appelle Ashton Hall. Son réveil se déclenche vers 3h50 du matin. Enfin, un peu plus tôt parce que lui, il commence vraiment sa morning routine. Donc c'est pour ça que, bon, le C'est-à-dire, c'est terme... lui qui réveille son réveil, quoi. Ouais, voilà, c'est C'est ça. c'est vraiment un peu ça. Le mec, il est connu globalement, pour vous faire une petite analyse, il est connu pour ses contenus de bien-être et de fitness. Ça vous donne un petit peu l'idée du Le gars. pédigré du mec. Ouais, voilà, on n'est pas sur un Brian Johnson, hein, mais le gars est stock, quoi. Il Ouais, est solide sur bien, les appuis, il quoi. est solide sur ses appuis. Et il a intitulé sa vidéo, qui du coup a fait le buzz, sa morning routine qui a changé sa vie. Globalement, il détaille chaque minute globalement de son réveil jusqu'à environ 9h30. Grosse morning routine, hein, de 3h30 jusqu'à 9h30. Ah, c'est Ça une fait journée. 6 heures. Ça C'est- fait C'est presque vraiment une une journée. journée. C'est déjà une bonne demi-journée. Au programme de cette morning routine, du scotch sur la bouche. Pourquoi, Alors ça, je l'ai vu. Il paraît que c'est un truc genre pour l'apnée du sommeil ou quelque chose comme ça, le fait ou pour optimiser ton sommeil, le fait de pas respirer par la bouche, tout ça. Mais alors ça, pour le coup, je trouve que c'est la partie peut-être la plus réaliste de la vidéo. Ah ouais, Ouais, le putain, scotch c'est sur ouf. la bouche, c'est un truc un peu niche, mais je sais pour les sportifs de haut niveau, les mecs qui ont des problèmes de sommeil, ça peut aider. Ok, bah Mais écoute. par contre, tout ce qui est après, effectivement, Ça commence par du scotch sur la bouche qui l'enlève, des petites pompes sur le balcon, des prises de notes, de la lecture, des bains du visage avec de l'eau glacée, petit tour à la salle de sport, piscine, une peau de banane frottée sur la joue et surtout une bouteille d'eau Saratoga omniprésente dans la vidéo. c'est la bouteille bleue que tu vois. Exactement. à chaque fois dans la Résultat, ça fait plus d'1 milliard de vues, hein, juste comme ça, et 730 millions juste sur une vidéo sur X. C'est un truc de ouf. Et globalement, pour vous montrer un petit peu les forces que peuvent avoir ce genre de vidéos, bon, au-delà de l'absurdité un petit peu de la morning routine, ça met surtout un coup de projecteur à une marque qu'on connaît, en tout cas en France, qu'on connaît pas. Non. C'est la Saratoga Spring Water. C'est une eau minérale premium, apparemment. Bon, comme je vous dis, je la connais pas. Mais globalement, ce mec-là, Ashton Hall, il la tient tout au long de la vidéo. Il boit dedans, il s'en sert pour se rincer la bouche, il remplit une bassine d'eau glacée pour se réhydrater un petit peu Ouais, pour la serrer peau. les peaux, les pores de la peau, un truc comme ça, ouais. C'est exactement ça, et il plonge sa tête dedans, il fait ça à plusieurs reprises, etc. Même il y a des commentaires qui disent le CEO de Saratoga en train de compter ses billets, c'est vraiment ça. Ouais. Globalement, selon investing.com, les actions de Primo Brands d'ailleurs, qui est la maison mère de Saratoga, a pris 16%, Juste avec ça. juste avec la viralité de la vidéo. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle à l'époque quand Cristiano Ronaldo, il était en interview après un match Ah et oui. qu'il y avait le Coca devant lui. Oui, et qu'il l'a c'est décalé vrai. et qu'il a dit non, genre buvez Oui, de l'eau. oui, buvez de l'eau. Le cours de l'action Coca, il avait chuté comme pas possible. Je trouve qu'on est dans le même délire. C'est exactement le même délire. Ça montre à quel point l'impact des réseaux sociaux sur les marques, ça peut être ça peut prendre un tournant A comme un tournant B. C'est astronomique et c'est vraiment une sorte de cas d'école, quoi. C'est un influenceur, une vidéo absurde, un produit reconnaissable et finalement un emballage que maintenant tu reconnais, quoi. Tu sais que c'est ça, une bouteille d'eau bleue élégante, un rituel matinal théâtral, une esthétique viriliste bien rodée avec Ouais. ce mec qui est bien C'est gainé. baraque. Oh, vraiment, tous les ingrédients sont réunis pour faire un petit buzz Et qui il, n'était pas il prévu, a quoi. expliqué un petit peu, Alors, il n'est pas revenu dessus. voilà, ouais, genre l'effet. Est-ce qu'après ta journée, tu t'es 4 fois plus productif, enfin, Mais est-ce que tu peux les anticiper impacts. même le buzz Alors, de- le comme mec ça explique rapidement en disant que ça a vraiment changé sa vie. Il commence par ça avant de commencer à bosser et tout ça. Après, on ne connaît pas vraiment Ouais, les les bienfaits les derrière, impacts, ouais. ses Foutage de impacts. gueule, c'est une Après, il a vidéo de peut-être flex. fait des vidéos derrière, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas vraiment creusé. Mais je trouvais ça intéressant, le côté vraiment stratégique et puis impact que tu peux avoir sur une marque. Et puis même derrière, tout ce qui en a découlé. Parce qu'il y a des marques comme McDo, Pepsi, Duolingo, Rainbow Six, Netflix même qui ont repris cette trend. Ouais, c'est une trend. C'est un truc de ouf. Mais c'est le meilleur truc qui puisse arriver pour une marque, c'est de devenir un mème en fin de compte. Aujourd'hui, on C'est va exactement ça, tu veux devenir faire une du mème. buzz. Tu regardes le compte de Duolingo ou le compte Instagram, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est n'importe Ah quoi ouais. en continu. C'est exactement ça. Et pour la petite, alors deux petites anecdotes sur cette vidéo-là, je crois qu'il en a refait une après où il a pas la bouteille d'eau
que tu vois d'habitude de cette marque-là, où il en a une autre qui est verte, et il l'a fait tomber, tu vois, qui fait exprès, donc la bouteille se casse par terre, et c'est pas lui qui nettoie, c'est quelqu'un d'autre, parce que lui, il est métis, et c'est la main de quelqu'un de couleur blanche qui répare, enfin, qui lessive le sol, ouais, c'est ça. Et après, du coup, il met l'autre bouteille d'eau. Dans la séquence d'après, il remet la bouteille d'eau de cette marque originale. Autre petite anecdote, constamment sur la vidéo, il y a l'heure à la minute près de laquelle il commence sa prochaine activité. Quand il sort de la piscine, il y a l'heure sur sa montre, parce qu'il a la montre au poignet. Sa montre, elle affiche 11h30, d'accord ? Il dit qu'il est 7h30, la montre, elle affiche 11h30. Bah, 1 milliard de vues, tu doutes bien qu'il y a quelqu'un qui va essayer de la Ah oui, le mec, c'est clair. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, c'est globalement du foutage de gueule, c'est-à-dire que c'est le contenu typique que tu vois pour les mecs qui veulent un peu se faire mousser, pour un peu flex. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous vendent une petite formation sur comment être plus productif. Tu m'étonnes. Tu vois, en nous disant que globalement, il faut être au réveil à la même heure, quoi. En tout cas, il n'a pas été payé par la marque, mais la marque serait ouverte pour faire une sponsor avec lui. J'espère qu'il a acheté des actions avant, parce que là, mon gars, t'as loupé le coup du siècle. Ah, vraiment. Ah, mais tu m'étonnes. Et en même temps, je suis pas sûr que ça soit vraiment légal de faire ça. Et le nombre de parodies, je pense, ouais. Le nombre de parodies qu'il y a eu derrière, c'était beaucoup trop drôle. Hein. Moi, j'ai passé une merveilleuse semaine et j'ai pas compris tout de suite. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les petits osios, je voulais qu'on parle de notre workflow de travail. C'est vrai que c'est un truc qui intrigue pas mal. Les gens aiment bien qu'on parle de ça parce que ça peut ouvrir certaines frontières, débloquer un peu de créativité par moment ou juste de la productivité. J'aimerais qu'on parle de 2 workflows différents. La partie un peu travail et la partie un peu plus posée, jeu et tout, loisir. C'est vrai que c'est 2 aspects complètement différents, mais en même temps qui peuvent se rejoindre. Et puis à côté, c'est deux esprits, 2 mentalités qui peuvent être vraiment cool à partager, je trouve. Que ce soit à la fois la manière dont on utilise nos produits, éventuellement quels produits on a, quels produits qu'on peut recommander, les applications éventuellement, et puis même notre manière, nos habitudes qu'on a pu créer vis-à-vis de ça. Y en a un qui veut commencer ? Vous avez des petites idées par exemple de travail ? Comment ça se passe ? Bah écoute, moi à titre pro, je travaille pour des grandes organisations, donc pour être organisé, on va dire que t'as beaucoup de choses relatives à plusieurs projets à suivre en fin de compte. Donc pour moi, la clé, c'est de savoir quand est-ce que tu travailles sur quelle tâche et comment tu t'assures de la finir à temps. La gestion des priorités. La gestion des priorités et en fait la gestion des sollicitations, parce que tu vas avoir des tâches où tu peux te concentrer assez longtemps, sauf que dans les grandes organisations, tu as beaucoup de meetings, tu as beaucoup de sollicitations qui peuvent venir d'un peu tout le temps, surtout que je bosse pour des boîtes qui sont présentes sur plusieurs continents et sur lesquels les fuseaux horaires sont pas forcément les mêmes. Donc moi, le plus gros challenge que j'ai, on va dire, cette partie-là, c'est de capitaliser sur toute l'information que je reçois et de prévoir un minimum de par les sollicitations que je reçois, mais aussi mes propres projets, comment est-ce que je m'organise pour pas me mettre en retard dans mon taf, mais pour gérer les imprévus. La majorité de ce taf-là, ça consiste à, en fin de compte, dire comment est-ce que je centralise la gestion de mes demandes. Et c'est assez bête. Moi, je suis principalement sur la partie Microsoft 365, puisque c'est ce que les grandes organisations, elles utilisent aujourd'hui. Tu vas avoir du Google, etc., mais c'est vraiment très à la marge. Et un truc à la noix, c'est juste ma tâche, combien de temps elle va me prendre, quand est-ce que je dois la commencer pour la finir, quand je dois la finir. C'est assez simple, mais globalement, tu as pas mal d'outils, que ce soit sur Outlook, sur OneNote, sur Task, sur même Project. Donc tout ça, c'est des outils de la suite Microsoft qui te permettent de dire, je mets un petit drapeau. Ce petit drapeau, c'est ma tâche. Quand est-ce que je la commence, quand est-ce que je la finis, quelle est la durée de ma tâche. Et une fois que j'ai ça, globalement, j'ai mes rappels. C'est-à-dire qu'à cette heure-là, je sais quand je dois commencer, quand je dois terminer, je sais quand est-ce que je suis en retard. À la fin de la semaine, je peux dire, écoute, j'ai passé tel temps sur cette tâche. Quand il y a des urgences, effectivement, des fois, je coupe, genre répondre à un mail. Voilà, ça prend pas longtemps. Mais sur cette partie-là, il y a aussi le fait d'être dérangé. C'est-à-dire que tu vois, quand tu es dans ton état de flow, tu vois ce que c'est le flow, quand tu es tellement concentré que tu te rends même pas compte que tu es en pilote automatique. C'est ça. T'es en pilote automatique, tu es ultra productif, tu te rends même pas compte. Alors, ça me le fait quand je conduis. Des fois, tu conduis, tu es dans tes pensées et tout, et tu fais merde, je conduis. Ça t'a jamais fait ça? En conduisant, moi, c'est plus en mode je suis bien, je suis posé. Mais j'ai l'impression que ça passe vite, quoi. Mais ça t'a jamais fait cet effet-là où t'es en train de conduire et d'un coup tu te rends compte, merde, attends, je suis déjà là, et t'as presque pas fait gaffe de tout le trajet que t'as parcouru pour arriver là où t'en es. Des trous noirs un peu bizarres. Alors moi, ça m'arrive quand je fais des balades. C'est vrai? Ouais, mais par contre en voiture, c'est plutôt en mode, tu sais, à un moment tu commences à prendre réellement conscience que c'est toi qui conduis vraiment la voiture. C'est exactement en fait, ça. Tu formes qu'un avec la voiture et tu commences vraiment à te dire, tu sais, bon là, si je mets un grand coup de volant, oui, la voiture, elle va aller sur le côté, évidemment. Et tu te dis, j'ai pas pensé avant au fait que j'étais en train de conduire, et là maintenant, c'est comme si le conduire devient réflexe actif et pas passif comme la respiration, tu vois. C'est assez ouf. Tu retrouves un petit peu ce truc-là dans les tâches que tu peux faire au quotidien, donc l'état de, comment on appelle ça, de flow. Et en fin de compte, cet
état-là, tu te rends plus compte du temps qui passe, tu te rends même plus compte que de la tâche que tu es en train de réaliser, tu es en pilote automatique. Et quand on vient te solliciter à l'externe pour un truc particulier, peut-être une urgence ou peut-être juste une requête, qui te sort dans cet état-là, tu peux plus y retourner. Enfin, ça te prend je sais pas combien de temps et tu perds un peu ta productivité. Donc, on va dire que pour moi, la partie workflow de travail, c'est globalement organiser sa journée du matin, mais en fin de compte, elle est déjà un petit peu organisée de la veille du soir. Puisque le soir, je fais un petit peu le débrief de ma journée. Je regarde le lendemain par quoi je vais commencer, quelles sont mes tâches, qu'est-ce que je dois préparer, et éventuellement, s'il y a des sujets que je n'aurais pas traités dans la journée, qui vont me foutre dans la merde pour le lendemain. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que la sollicitation dont tu parles, c'est dans le domaine pro, c'est de la sollicitation avec des personnes avec qui tu peux travailler, ou des personnes externes et tout ça. Mais on peut vraiment le transposer avec aujourd'hui l'addiction aux réseaux sociaux, le fait de pouvoir, dès que tu as un moment de pause, de flottement, de mail, tu vas te perdre, tu vas aller sur les réseaux ou quoi. Très bon point. Un truc que j'ai pas précisé, c'est que je suis majoritairement en télétravail. Donc, j'ai la chance quand même de pouvoir avoir une pièce, mon bureau, où je peux bosser, où je peux être globalement isolé de tout ce qui est influence externe, distraction, etc. Aller au café avec les collègues ou des trucs comme ça. Sans parler même de sortir à l'extérieur. Je sais pas, quand je mange, ça m'arrive de manger devant le PC, de se dire putain, il y a la vaisselle, faut que je vais faire la vaisselle maintenant. Non, je suis techniquement au taf, je vais pas faire la vaisselle maintenant. C'est cool le midi de pouvoir sortir les chiens, parce que j'ai des chiens, mais mis à part ça, quand je suis au taf, tu vois. C'est un avantage de pouvoir faire, par exemple, tu te mets un cadre, quoi. Il faut s'imposer un cadre. Ça veut pas dire que tu peux pas, utiliser la flexibilité du télétravail pour faire des choses que tu n'aurais pas le temps de faire en temps normal, par exemple faire des drives pour aller chercher tes courses, mais globalement, il faut se responsabiliser aussi. Et c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans cet état d'esprit-là, et c'est pas tout le monde qui est à l'aise en télétravail. J'en parlais par exemple pendant la période du Covid, qui était très très dure pour certaines personnes, notamment les Parisiens dans les petits appartements. Ils me disaient, mais moi je pouvais pas travailler chez moi, j'étais dans l'appartement, il y avait ma femme, il y avait les enfants, ça criait, etc. Ne serait-ce que pour tenir une réunion, c'est très très compliqué. Et par rapport aux sollicitations, tout ce que tu dis, réseaux sociaux, etc., moi j'ai un truc très simple que je vous encourage à faire. Vous pouvez créer des modes, que ce soit sur Android, sur iPhone, etc., pour bloquer les sollicitations, les notifications des réseaux. Même sur Windows, tu as un mode concentration. Tu as un mode concentration qui s'active automatiquement quand tu es en réunion, etc. Mais en fait, moi, j'ai pas les applis des réseaux sociaux sur le PC. Mais sur le téléphone, déjà que j'ai le téléphone à la main facilement, quand je travaille la journée, de 9h à 18h, je ne vois pas Snapchat, je ne vois pas Instagram, je ne vois pas Facebook, je ne vois pas Twitter, je ne vois pas tout ce qui peut venir me déranger et qui me sortirait de l'état dans lequel je suis, à savoir être productif au travail. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'ai mis en place de manière peut-être un peu plus poussée, parce que je sais que sur nos téléphones maintenant, on a des modes de concentration qu'on peut personnaliser. Oui, sur iOS, ça change même le dashboard, ce que tu vois. Exactement, c'est ça. Et du coup, j'ai fait différents modes d'automatisation. Donc, globalement, de 8h30 à 10h30, j'ai le mode que j'ai appelé Rise. Donc, je me lève tranquillement. Donc, ça va être une page d'accueil complètement différente de ce que je vais retrouver, où ça va être que des widgets, pas de distraction. J'ai retiré absolument toutes les notifications. Tu peux personnaliser tout ça. Donc, tu peux aller toi-même, toi qui écoutes, tu peux aller chercher dans tes réglages, configurer exactement telle personne, tu vas libérer le côté ça change téléphonique. Le fond d'écran, ça change tout. Tu peux changer le fond d'écran, tu peux changer les applications, la disposition, bref, absolument tout. Donc, je sais que de 8h à 10h, globalement, c'est mon moment de focus, quoi. Je me lève tranquillement. Mon téléphone, il est pas là pour me distraire, pour recevoir des notifications, pour me faire bombarder. Si j'ai des imprévus où je sais que là, par exemple, le vendredi, c'est Bubble, donc je vais ouvrir cette frontière, mais sinon, je sais que je suis en mode focus. Et dès que je commence à rentrer dans ma journée, donc globalement vers 10h30, où je sais que là, ça y est, le déroulé commence à y aller. Quoi. Je suis dans mon workflow, je suis concentré. Je rentre dans le mode shine, où là, c'est mon quotidien. Donc, je suis plus ouvert sur les notifications, je suis ouvert avec les personnes avec qui je travaille, je suis ouvert avec aussi quelques proches, externes, mais pas tous. Ça, je vais le garder pour un autre mode que j'ai appelé perso, qui se déclenche un peu plus tard, où je sais que globalement de 19 vers 22, 23, et là, je peux m'ouvrir aux autres personnes qui sont pas censées, entre guillemets, me déranger pendant mon boulot. Après, c'est une idée de base. Bien sûr, au quotidien, s'il y a une urgence, je vois quand même ces notifications parce que je peux y avoir accès. On a un centre de notification qui est fait pour ça. Mais juste, j'ai pas le pop-up, j'ai pas le son, j'ai pas ces distractions qui sont hyper dérangeantes. Et à côté de ça, j'ai fait la même chose pour d'autres scénarios. Le mode sport, par exemple, où quand je vais l'activer, je vais avoir mon fond d'écran qui va changer, mais surtout, je vais avoir mes widgets qui vont changer. Donc, ça va être focus sur mes activités physiques, sur la musique ou les podcasts. Comme ça, directement, j'active le mode, je rentre dans un nouveau
nouveau mindset. Et là, directement, j'appuie sur un bouton, je lance ma musique et je commence à faire du sport. Et il y en a beaucoup qui sont peut-être dans la vision gadget du truc, mais en fin de compte, ça permet aussi de conditionner ton cerveau à te dire, ce moment-là, il est fait pour ça. Et c'est exactement je me mets ça. là-dedans. Et j'ai pas besoin de chercher pour trouver ce dont j'ai besoin ou me mettre dans l'état d'esprit de... Ton téléphone, c'est un objet que tu as tout le temps avec toi, qui a plein d'infos sur toi, qui peut être un outil formidable pour peu que tu saches lui dire que faire à tel moment. Tout à fait. Et puis il y a le côté aussi automatisme. Un moment, et t'en parlais, t'as le téléphone sur la main, et c'est facile de retourner le téléphone, de swiper pour aller cliquer sur l'application que tu utilises régulièrement, un Instagram, un TikTok, un Snapchat, peu Et importe. ça va vite. Et ça va très vite de se dire, en fait, tu le prends rapidement parce que avant de faire du sport, tu devais regarder une notification, merde, en fait, t'as passé 2 minutes sur Instagram. Donc l'idée, c'est de justement enlever toutes ces distractions-là, les notifications, mais aussi de rentrer dans une nouvelle interface qui va t'ouvrir accès à ta musique, ton podcast, par exemple, si tu fais du sport. Et comme ça, tu sais que t'as rien d'autre à part ça. Petite pensée pour les gens là qui nous écoutent parler et qui disent mais attends, mon iPhone il peut faire ça? Oui, il mais peut. ouais, grave. Oui, il peut, Michel, toi qui écoutes et qui ne regarde que mais tes je mails crois que dessus. sur Google maintenant ils ont ouvert ce truc là. Alors Je moi suis sur la pas dernière sûr, mise à jour mais, sur le Pixel, j'avais le mode. Avant c'était pas mode, j'avais que ne pas déranger. Maintenant ils l'ont vraiment transformé en mode, mais je crois que c'était dispo depuis un certain temps malgré tout. Ok, mais c'est vrai que c'est un levier moi qui m'a énormément servi. Alors ça prend un petit peu de temps à configurer et surtout par rapport à vos habitudes. Moi je sais que j'ai fait des sections 8h30, 10h30, 10h30, 19h, etc. Et ce truc là en fait tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Enfin, finalement on est tous bercés d'une routine, même si elle peut varier, on se rend rapidement compte que du lundi au vendredi on va avoir les mêmes tâches répétitives, le petit déjeuner à telle heure, etc. Exactement. Donc en fait, en se basant sur notre contexte personnel, on va pouvoir adapter ces scénarios-là. Et franchement, ça ouvre vachement à la concentration, à la productivité, à la réflexion même parfois. Donc faut vraiment vous octroyer des périodes pour pas rentrer dans l'espèce d'entrepreneur chiant qui dit non mais attends mais moi je suis productif à 7h30 du matin, c'est le moment où il y a... Ça c'est faux, je connais personne qui est 100% productif et qui ne fait jamais d'impasse à ses règles. C'est joli ce qu'on voit sur les réseaux, mais... Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est vraiment personnel. C'est qu'il faut vraiment s'habituer et comprendre à quel moment nous on est productif. Je sais que par exemple, de mon côté, je vais faire plutôt les tâches qui me demandent moins de réflexion le matin, où ça va être plus de l'exécutif, du montage ou des trucs comme ça. Parfois de l'écriture, mais généralement, c'est comme le tournage par exemple. Je déteste tourner la matinée. Je vais tourner à partir de 14-15 heures. Bien sûr. Je peux pas le matin, je suis pas dans le même mood. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Et pareil, je vais adapter mes moments de lecture. La lecture, ça va plutôt être le matin. Où vraiment, je vais avoir le créneau de 9 à 10 ou de 10 à 11 où je vais lire. Le sport, ça va être fin de matinée, par exemple. Donc, il y a vraiment, c'est en fonction des habitudes qu'on va pouvoir créer et adapter. Et ça fait, mine de rien, partie du workflow, même si c'est pas du travail, ça fait aussi partie de votre quotidien. Et c'est une partie à pas négliger. Le travail, c'est quelque chose, mais votre quotidien, s'octroyer des moments pour lire, s'octroyer des moments pour passer du temps avec des proches. Et il y a un truc bête qui est régulièrement fait, c'est mettez dans votre agenda tout ce que vous faites. Moi, c'est un truc que je fais. Quand je lis, je sais que je vais avoir le créneau de 10 à 11 où je vais lire. C'est noté dans mon agenda. T'es carrément en mode, je te réserve des créneaux pour lire ce genre de truc. Parce qu'en fait, c'est trop rapide de se dire, effectivement, t'es là, t'es en train de bosser, tu sais que tu bosses de 9 à 10, mais de 10 à 11, tu vas avoir ton moment de lecture. Mais s'il y a un collègue qui t'appelle en disant, il y a une urgence, et du coup, tu vas devoir décaler ce moment-là. Et en fait, généralement, tu te rends vite compte que quand t'es bercé d'habitude, ce créneau-là que tu t'étais réservé, tu vas rarement pouvoir le remettre à un autre endroit. Mais tu vois, alors autant je comprends pour la partie travail, etc., le fait d'avoir ce créneau-là, de se dire je veux le faire absolument, je vais me planifier tout, autant c'est à titre perso, mais je prévois pas ma vie autant, c'est-à-dire que je vais pas me réserver de créneaux pour lire, etc. Je laisse un peu de part à l'aléatoire. Il y a des soirs, je suis bien, moi je lis plutôt le soir avant d'aller dormir parce que je veux pas m'endormir avec un écran, mais ça m'arrive des fois, je prends la console, je joue un petit peu et puis je vais dormir après en écoutant quelque chose, tu vois. Il y a quand même un moment où je mange pas tous les jours à la même heure, je fais pas tout le temps la même activité à la même heure. Il y a des choses pour lesquelles j'essaie d'instaurer une routine. Tu parlais du sport, c'est typiquement le cas, mais là c'est pour éviter justement pas d'oublier, mais de se dire je le remettrai à plus tard. Et puis en fin de compte, plus tard c'est jamais, pour ceux qui ont vu Bref saison 1. Mais il y a quand même une part où je me dis écoute, je prévois pas. Et puis
Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et puis, peut-être que je vais jouer de la batterie, peut-être que je vais lire, peut-être que je vais jouer, peut-être que je vais regarder un film ou une série. En fin de journée, c'est vrai que moi, c'est le cas. Je me laisse libre à absolument tout, ou même sortir, voir des potes, etc. Bien sûr. Peu importe. Mais c'est vrai que dans ma journée, tout est Agencé, calé. ouais. Tout est agencé, que ce soit les moments où je sais que, par exemple, tout bête, je vais faire du sport, mais le moment où je vais faire mes courses, c'est noté aussi. Le moment où je vais lire, le moment où je vais faire du sport, le moment où je vais tourner, le moment où je vais manger, je sais à quelle heure je le fais, donc il y a pas de surprise. Mais sinon, tout est calé, au moins je sais ce qui se passe. Et il y a pas de trucs bizarres, il y a pas d'excuses à avoir. Le lundi matin, je vais avoir ma séance de sport. Le jeudi, je vais avoir ma séance de sport. Le mardi, je vais avoir ma séance de lecture. Il y a pas de place aux surprises, il n'y a pas de place à l'inattendu. Tu sais que ça va se passer et en fait, au bout d'un moment, tu vas tellement le répéter de fois que ton cerveau, il sait très bien que le lundi matin, c'est le ménage et puis après, tu fais du sport et point barre, quoi. Oui, bien sûr. Tu te dis pas, bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Et il y a aussi un truc important à faire et qui, moi, m'a énormément aidé, et tu le disais, tu fais pareil, c'est le soir préparer ce que tu vas faire le lendemain. Oui. Même si c'est quelques tâches, genre répondre à des mails, répondre à tel truc, envoyer un message à telle personne, le fait de l'avoir écrit noir sur blanc, tu vas pas l'oublier. 2, tu vas compléter la tâche, et le fait de compléter la tâche, même si c'est une box que tu mets dans un carnet, que tu mets dans une application, peu importe, dans Task sur Microsoft dont tu parlais, le fait de cocher ce truc-là, il y a un côté satisfaisant, une endorphine que tu dégages en mode, c'est juste un mail que t'as envoyé, mais c'est pas grave. Je l'ai fait. Tu l'as fait, c'est un truc que tu mets de côté et ça te libère un truc dans la tête, une nouvelle énergie, quoi. Et il y a un autre aspect de se dire, en fait, moi, alors, j'ai pas de problème. Je sais qu'il y a des gens, le matin, c'est très compliqué pour eux de se lever. Moi, bon, ça m'arrive de mettre snooze régulièrement, mais je suis pas explosé le matin quand je me lève et j'ai pas trop de problème à me tirer du lit. Par contre, le temps de me réveiller et d'être vraiment productif, le temps de passer au petit-déj, etc., j'ai un délai avant que la machine se mette en branle. Et le truc que je sais, c'est que le matin, du coup, vu que j'ai préparé les tâches la veille, c'est beaucoup plus simple de me mettre au travail parce que j'ai déjà la to-do, en fait, qui est plus ou moins mise en place, mis à part le petit delta, comme je le disais, des mails que j'ai pu recevoir pendant la nuit ou des urgences du matin, s'il y a des incidents ou quoi qui sont arrivés. Oui, tu te poses pas de questions, tu fais ça machinalement. Et en fait, le problème, c'est que le matin, j'ai besoin de me démarrer. Le matin, en général, je parle pas trop, je prends mon petit déj et tout, et je suis presque en pilote automatique. C'est-à-dire, je me lève, je me lave, je vais aux toilettes, je m'habille, je prends mon petit déj, et puis une fois que j'ai fait ça, je suis un peu plus réveillé, tu vois. Mais ça nécessite un petit délai de démarrage, de mise en température de la machine. Clairement, c'est pour ça que je tourne pas le matin. Bah oui, clairement. Et le matin, je sais que moi, alors c'est pas que je suis plus concentré, c'est que je sais que la matinée va passer beaucoup plus vite que l'après-midi. L'après-midi, j'ai le temps de caler un petit peu les trucs imprévus, etc. Le matin, en général, je commence et puis je déroule globalement ma to-do. Et à tu te tournages le matin, Mathieu Moi, en fait, je fais tout par imposition, on va dire. C'est que moi, je suis toujours un peu dans l'urgence. Je n'ai pas du tout ce côté très... J'essaye. Le côté organisationnel, c'est un peu contre nature chez moi. Notamment, on parle d'outils. Comme on est un peu dans la thématique de donner des outils, moi, je redécouvre Notion après l'avoir essayé une première fois, d'avoir abandonné. Là, le fait, voilà, si vous êtes un peu comme moi et que vous essayez contre nature de vous calibrer. Je trouve que tout ce que tu dis est plutôt intéressant. Le fait de noter les choses. Moi, pareil, j'ai encore beaucoup de mal à noter toutes les tâches que je mets dans mon calendrier. Le fait maintenant d'utiliser Notion et de m'aider par un template. J'ai besoin qu'on me prenne par la main pour me sentir encadré. J'ai besoin de m'encadrer et je te laisse imaginer la difficulté psychologique que c'est pour moi quand tu deviens auto-entrepreneur et que tu n'as plus personne. Comme avant où tu avais un manager. Oui, c'est cadré et tout. Voilà. Moi, j'avais besoin que mon manager, il me drive un peu. Tu vois, moi, je suis plutôt comme ça. Donc, c'est tout un paradigme qui change. Et il y a aussi une chose qui fait qu'on est complètement différent depuis tout à l'heure, je vous écoute. Et il y a un truc qui vient bouleverser un peu tout ça, c'est les enfants. Ce que j'allais dire, les enfants, tu as beaucoup d'imprévus. Tes journées se réduisent. Parce qu'une fois que tu arrives à un certain horaire, chez moi, ça va être à partir de 17h, 17h30. Entre guillemets, ma vie est différente parce que je deviens père de famille, donc il faut aller récupérer les enfants et machin et tout. Donc là, pour l'instant, moi, je vous entends, ça me vend du rêve, votre truc. S'offrir 1 heure de lecture, faire du sport, tout ça, pour l'instant, c'est mis de côté. Pas parce qu'il y a que les enfants, parce que je sais aussi que pour certains, c'est gérable. Il y en a qui arrivent à gérer tellement ça, mais que c'est pour moi un monde qui est un peu contre nature dans lequel je me suis mis. Et il faut que je me réinvente. Et je le fais dans la douleur. C'est pas encore parfait, mais sachez-le, vous pouvez y arriver.
il faut y aller par étapes, petite étape par petite Complètement. étape. Je suis complètement d'accord. Assumer ses frustrations. Parce que moi, je suis beaucoup frustré parce que je trouve que c'est pas encore optimal. Par exemple, j'aurais envie de faire 1 heure de sport. J'aurais envie d'intégrer des live Twitch sur ma chaîne, sur mon média, parce que c'est des choses qui sont demandées, c'est des choses que j'aime faire. J'aime beaucoup parler et discuter. Je suis comme vous. Moi, je me laisse pas souvent distraire par les notifications et autres. Mais comme je suis très dans le travail de la communauté, du noyau dur de ceux qui me suivent sur les médias. Tu vois, on sait qu'on a X temps d'abonnés. Moi, j'en ai 21 000, 22 000. En vrai, je sais qu'il n'y a pas 21 000 personnes, mais il y a un petit groupe qui est là. Et en fait, moi, j'ai le Discord. Donc, tous les matins, c'est bonjour. Et il y a un petit temps d'échange. Et j'ai aussi cette difficulté où je m'en veux quand je ne leur ai pas parlé de la journée parce que je suis, comme vous le dites, dans le workflow et qu'à un moment, il faut que j'avance. Et je suis toujours un peu en train de courir le temps. Donc, effectivement. Mais c'est hyper intéressant parce qu'au final, il y a plein de trucs à adapter. Là, ce qu'on dit, c'est très personnel Oui. et ça s'adapte énormément en fonction C'est ça. du train de vie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'une habitude à une autre. Et de la configuration. Mais c'est vrai, par exemple, l'exemple de parler sur Discord avec quelqu'un, mets un slot sur ton agenda où tu sais que tu vas prendre 10 minutes, 30 minutes pour discuter avec ces personnes-là. Mais au moins, t'es pas distrait pendant la journée, t'y penses pas toute la journée, tu sais que t'as un truc réservé. C'est vrai que tu parlais de frustration. Moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est quand je sais que j'ai un truc à faire et que tout au long de la journée, je le repousse parce que j'ai d'autres choses. Et au final, tu te retrouves à la fin où tu te dis, merde, Flemme. Je vais devoir la je l'ai- faire. je l'ai pas fait, le lendemain. ou je dois le faire le lendemain, ou flemme. Et en fait, ça crée énormément de frustration. Je suis Et assez c'est d'accord. pour ça que, à mon avis, et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est mettre un slot, le réserver dans l'agenda pour le faire. En fait, c'est comme si c'est ton manager. L'agenda, c'est ton manager où tu sais que tu vas avoir de ça à ça. Et il n'y a rien de plus frustrant aussi que le télétravail, être auto-entrepreneur, être chez soi globalement, être son seul patron. C'est très contraignant et il faut avoir une certaine discipline pour justement s'obliger à faire des tâches. Et parfois, c'est pas agréable. Ouais. Parfois, aller faire de la compta, ça casse les couilles, t'as pas envie de le faire, mais tu as ton slot, c'est réservé. Mais t'as relevé le problème. En fait, les tâches, elles sont pas agréables. Donc de base, t'as envie de les repousser parce que t'as pas envie de les faire. Mais en fait, il faut apprendre aussi à les rendre agréables. C'est-à-dire qu'une fois que t'as ton workflow qui te facilite un petit peu le truc, ça rend la tâche beaucoup plus facile. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois que t'as commencé, en vrai, t'es dedans. Et la 3/4 du temps, ça va bien. Après, moi, la difficulté que j'ai, parce qu'on en est à discuter de ces choses-là, c'est parfois tu crées un slot pour une tâche et en fait, tu te laisses déborder. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, tu parles des tournages, pour te répondre, en fait, ça va dépendre du mood. Je suis comme toi, en fait, le matin, des fois, c'est un peu plus difficile, mais quand je me l'impose, je me l'impose. Le truc, c'est que tu te dis, je vais tourner telle vidéo, et en fait, tu commences à partir dans des... moi, c'est ce qui m'arrive souvent, partir dans des trucs, dire, je vais mettre un fond vert, et du coup, je dois tout mettre Oui, en sur branle dans la l'organisation pièce, et tout. et Ouais. machin, et tu vois l'heure qui passe, et tu te dis, mon Dieu, je suis en train de me grignoter tout mon setup. Mais c'est pas une finalité, ça en fin de compte, c'est de dire demain, ok, j'ai mis plus de temps, peut-être que le créneau que j'ai mis à la base, il est pas suffisant et qu'il faut que je l'étende et que du coup l'activité qui est après, je la remets un peu plus tard dans la journée ou un autre jour. Et en fait, je pense que quand Quentin décrivait son workflow, c'est que lui, il l'a pas inventé comme ça du jour au lendemain en disant ça c'est arbitraire, je vais mettre tel temps, etc. Et c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est dynamique. Demain, il y a un événement qui fait que tu dois t'adapter en conséquence sur ton calendrier, tu vas le prendre en compte. Et ça évolue avec le temps. En fait, les outils sont là pour nous éviter, pour nous rendre le travail plus facile et pour nous éviter potentiellement d'avoir à y penser ou à l'oublier. Que ça peut devenir traître quand tu dis je me mets 2 heures pour du tournage et que tu sens qu'au bout de 1h40, tu n'as toujours pas démarré ton tournage. Tu as aussi le fait de faire cette organisation-là qui commence à te bouffer parce que tu vois ta case, tu vois ton temps, un peu, tu te le visualises mentalement et tu te dis, mon Dieu. Je comprends. Alors ça, pour le coup, pour le tournage, je prévois vachement en amont. En fait, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai adapté maintenant les manières dont je tourne. Donc, je sais que pour préparer un set, par exemple, ça va me prendre tant de temps.
parce que aujourd'hui je fais ça tout seul comme Ouais. Mathieu, donc je sais que l'organisation, la préparation du truc, ça va prendre ton temps. Maintenant, dès que je crée un truc un petit peu différent, comme j'ai pu l'instaurer là depuis le début de l'année avec un nouveau set de tournage, en fait j'ai mis en place énormément des trucs bêtes, mais tu vois, des stickers au sol, des emplacements où je sais que je vais remettre la lampe exactement au même endroit avec telle intensité, avec tel truc, et en fait en permanence je vais avoir ce truc là et ça va être immuable. Ouais. Et donc j'ai une note où je sais qu'il faut que je fasse ça, donc en 5 minutes le set est prêt. Ouais, mais t'as Et je optimisé. me pose pas de questions. Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, donc tu peux tu peux te laisser la liberté, cette flexibilité de dire tu peux changer, c'est À dynamique la comme tu dernière disais. minute, ouais. Mais tu vas pas faire ça à la dernière minute. Mm. Au dernier moment, c'est trop tard. Mais il y a un truc, et c'est marrant parce que je te rejoins là-dessus, moi, c'est pas sur le tournage, c'est sur le montage. C'est tellement chronophage qu'en C'est fait, tu peux reporter ça à plusieurs jours à chaque fois. Et moi, je sais qu'il y a des moments où je me dis, bon, bah, cette journée-là, je sais que c'est dédié pour du montage, mais sauf que j'ai pas terminé et ça va commencer à gratter sur l'autre journée. Sauf que l'autre journée, il y a déjà des trucs qui sont planifiés. Donc, je suis obligé de m'arrêter pour continuer, pour faire d'autres tâches. Et il y a ce côté un peu, justement, frustration de te dire, bah putain, j'ai pas terminé une tâche. Ouais. Et il y a des journées où c'est l'enfer parce que tu te dis, t'as commencé plein de trucs, donc c'est cool, mais t'as rien fini. Et là, on parlait du coup de ce côté endorphine, de tu causes des cases, pardon. Bah, tu l'as pas là. Et c'est tellement chiant. Mais toi, c'est rigolo parce que à t'entendre parler, en fait, et je sais parce qu'on se connaît à titre perso, que tu as beaucoup plus la vision lifestyle du truc, c'est-à-dire dev perso, je voulais dire, pardon, développement personnel, avec le fait de se dire, bah voilà, pour être productif et bien dans sa tête, faut être un peu comme ça, et les conseils des gens qui ont mis des choses en place, qui ont découvert des choses. Je suis pas au stade où t'entends parler, par exemple, de Jeff Bezos ou Elon Musk qui sont en mode à découper leur journée par des créneaux de 15 minutes. C'est pas possible. Ouais, Dans non, le c'est taf chaud. qu'on fait, je vois pas quelle tâche, mis à part faire sauter dans un meeting, choper 2-3 infos et puis se barrer et faire autre chose. Je vois pas à quel moment ça fonctionne. Et pour les 3 quarts des gens, ça ne fonctionne pas, à part si t'es dirigeant d'une multinationale et encore. Et après, on n'est pas tous fait pareil, tu vois. Et on n'est pas tous fait Moi, pareil. tu vois, je fais des choses aujourd'hui un peu contre nature. Alors, j'espère qu'à un moment ou un autre, ça va switch et que je vais être comme toi, tu vois, avoir ce sens de l'organisation. Mais moi, c'est contre nature. Moi, j'aime bien faire les choses au feeling. Oui, Comme mais je t'ai dit, après, tu vois. justement, tu peux te laisser ce créneau Ouais, où tu dis ça, mais c'est le moment freestyle un j'ai peu, tu même vois. pas ce mood de me dire, je vais préparer ça à l'avance. Hmm. Après, très c'est difficile. vraiment une question d'habitude, je Oui, pense. oui. Et c'est pour ça que tu le dis, c'est propre à chacun. C'est que l'organisation que je vous ai présentée, c'est pas celle que vous allez forcément adopter. Peut-être que ça va vous parler parce que c'est un truc qui rentre dans votre routine, dans votre quotidien. Ou au contraire, c'est un truc où vous avez besoin d'être un petit peu moins guidé, où vous allez plus laisser place à des activités, à des choses, des trucs un petit peu impromptus. C'est marrant parce qu'il y a une citation de Mel Robbins qui dit les interruptions de toutes sortes signent la fin de la productivité. Grave. Et on en a énormément parlé depuis le début de cette catégorie un petit peu. C'est très intéressant et je t'avais offert le livre d'ailleurs, Rewan, c'est La règle des 5 secondes du coup Oui. de Mel Robbins, Oui. que je vous conseille vraiment de lire, c'est hyper intéressant. Pour vous dire les grandes lignes, c'est que c'est une femme qui a eu beaucoup de difficultés, notamment pour se lever le matin, énormément de difficultés pour faire des tâches. Elle était tout le temps dans une sorte de brouillard. Et elle a commencé à adapter son mode de vie avec la règle des 5 secondes, où par exemple, tu te lèves, tu comptes 5 secondes, et en 5 secondes, tu sors de ton lit. Mais ouais, c'est ça. T'es sous Ton la réveil douche, sonne, c'est t'es en mode ça. ah putain, j'ai pas envie, tu comptes 5 secondes. en décroissant 5, 4, 3, 2, 1, et au 1, tu te mets en mouvement. Exactement. L'idée, c'est ça. Tu T'attends te pas poses pas de questions. à ton cerveau le temps de trouver des excuses pour ne pas faire le truc. C'est tout à fait Et ça. t'y vas. Pareil sous la douche, t'es bien au chaud, bah non. 5 secondes, tu sors. Et je vous Et jure, en fait, ce mode de vie, Ouais. c'est vraiment, ça te touche personnellement. Il y a vraiment des trucs très cons, mais tu te dis au quotidien, ça peut vraiment changer la donne. le réflexe, et en plus, pour moi, quand je l'ai fait ce truc-là, j'ai vécu globalement 2 ou 3 étapes. C'est-à-dire que la première, c'était, je devais y penser à la règle des 5 secondes, j'ai pas Oui, envie. bien Ah oui, sûr. c'est vrai, c'est vrai que 5, 4, 3, 2, 1, ok. Au bout d'un moment, tu te mets à l'appliquer sans t'en rendre compte. Et en fait, au bout d'un moment, tu l'oublies. Parce qu'en fait, ton On cerveau, peut il a pas. été formaté à faire la tâche directement quand il pense. Exactement. Donc, tu as vraiment ce cycle et tu te sens changer. Et en fait, de par nature, tu sens que ta productivité va changer ton rapport aux tâches, même aux tâches les plus chronophages, les plus casse-pieds, les plus, comment dire, qui ont très peu de retour sur investissement, mais qui sont nécessaires, tu vas les faire. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle en disant oui, nous on fait comme ça, on fait comme ça. Encore une fois, je répète, nous on fait comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien un workflow qui n'est pas du tout outillé ou qui est documenté sur un agenda papier ou qui s'appuie pas sur les mêmes outils. Ce qu'il faut, c'est que vous fixiez vos objectifs, que vous fixiez surtout ce que vous faites de manière régulière et comment vous allez faire en sorte de combiner les deux
et de faire en sorte d'optimiser ce que vous faites de manière fréquente. Encore une fois, il y a beaucoup de temps à gagner sur les choses que vous faites de manière régulière. Vous savez que le samedi, c'est les courses. Et ben, vous savez que, par exemple, le vendredi soir, vous faites votre liste de courses. Comme ça, quand vous les faites, hop, vous savez déjà ce qu'il faut. Vous passez pas de temps dans les rayons à chercher ce que vous voulez, etc. Boum, vous y allez. Mais c'est très personnel, en fait. Bien sûr. Les réflexes, ils se cultivent. C'est pas quelque chose qui est inné. Il y en a, c'est très bien, ils sont créés comme ça et c'est OK. Mais il y en a pour qui les réflexes, l'habitude, etc., c'est vraiment pas acquis, où il y a des moments de battement un peu autour de la journée. Et pareil, comme Mathieu, ou pour ceux qui ont des difficultés à s'organiser ou qui n'ont jamais eu ce mood-là de se dire je vais me réserver des slots pour faire les choses, mettez-vous des slots pour vous dire et là, c'est du temps libre. Là, c'est du moment pour faire un peu ce que j'ai envie. Et moi, un truc que j'avais fait dans mes précédentes expériences, c'est aussi je me mettais des créneaux réservés dans mon agenda en disant ça, c'est un créneau pour récupérer les trucs sur lesquels je suis en retard. Si j'ai eu du retard, je me dis 1 heure, peut-être par jour, en disant voilà, si je suis en retard sur une tâche, ça, j'ai pas eu le temps de traiter, je me laisse un peu de battement. C'est ça, mais c'est ce que j'appelle le créneau un peu freestyle. C'est que tu sais que ce moment-là, tu peux l'octroyer pour un petit peu tout ce que tu veux. Mais des trucs tout con. Je sais que par exemple, le lundi matin, j'ai dans mon agenda le moment ménage. Ouais. Donc j'ai 2 heures où je fais du ménage. Voilà, mais après, je vais faire d'autres trucs, c'est calé. Je vais, tu vois, tu peux imaginer plein de trucs, mais au final, c'est vrai que moi, le calendrier, c'est un énorme outil qui me sert au quotidien où c'est l'une des applications les plus ouvertes, je pense, sur mon Mac. Comme par exemple Gmail pour discuter avec les équipes, le chat. Google Docs, moi je m'en sers énormément pour écrire mes vidéos. Ouais. Et allié à ça, j'utilise vachement des IA comme Perplexity ou ChatGPT pour justement m'aider pour mes idées, pour m'épauler sur différents sujets. Et des fois même c'est juste moi des fois je les vois juste comme un petit coup de pied au cul, tu vois. J'ai du ouais. mal à démarrer et en fait juste le fait d'avoir un échange avec une machine. C'est ça. Ça me dit ok, c'est bon, ça me ouais, c'est pour dégrossir un peu le travail. Ça dégrossit, ça casse un peu le syndrome de la page blanche en disant écoute, donne-moi les premières pistes et puis après j'ai commencé un peu tacitement. Exactement, et c'est vrai que c'est un truc où par exemple moi je suis quelqu'un qui est toujours travaillé tout seul dans ma manière d'écrire, d'aborder des sujets et tout, et c'est vrai que ce moyen-là, cet outil, ça m'a débloqué pas mal de choses et ça me permet aujourd'hui d'aller plus loin, de pouvoir ajouter un petit peu de texture sur des choses dont j'ai pas les connaissances, où justement je vais l'apprendre au fur et à mesure, et c'est vraiment très intéressant. Et tu prends un peu le temps de jouer dans tout ça à titre perso? Ouais, justement je vais y venir un petit peu. Je voulais juste terminer sur cette partie de workflow où après du coup avoir écrit toute la partie écriture, on échange vachement sur WhatsApp, nous je sais de notre côté sur Bubble. Et en même temps on est très très sur Notion. T'en parlais un petit peu, Mathieu, et c'est vrai que moi, autant le calendrier, c'est ce qui me permet d'organiser mes journées et d'être calé un petit peu tout le temps, autant le Notion, c'est ce qui gère toute ma vie pro. C'est la plateforme, l'outil qui me permet la colonne vertébrale. C'est ça, c'est ce qui me permet de planifier, de trier mes concepts, de gérer aussi l'évolution des projets, parce que ça me permet de glisser d'une case à une autre, si c'est en concept, si c'est en écriture, en tournage, en machin. Et rien que ça, on parlait du côté case qui se coche, et c'est un Kanban, tu le glisses et tu sais que ça avance. C'est vrai qu'on en parlait, Notion, si on peut expliquer juste dans 2 secondes que c'est, moi je le définirais comme un espèce de classeur sous stéroïde en fin de compte. C'est un espèce de super classeur dans lequel tu as plein de modules. Tu peux avoir le module agenda, le module Kanban, comme tu le disais, c'est trié par feuille. Tu peux avoir plusieurs Notion avec des gens, tu peux travailler de manière collaborative. Mais c'est vrai que c'est hyper puissant. Tu peux même faire des micro-sites avec Notion. C'est vraiment une espèce de gestion documentaire avec des widgets. C'est assez compliqué à définir. Mais tu as plein de choses, plein de workflows que tu peux mettre en place pour t'aider globalement à traiter toute ton information documentaire, etc. Et c'est vrai que c'est très complet, et vous pouvez faire exactement comme Mathieu, utiliser des templates qui existent. Il y a même des fous malades qui créent des templates par rapport à ça. Il y a une vraie communauté de fous là-dedans. Et si vous êtes dans l'environnement Microsoft 365, il y a l'équivalent qui s'appelle OneNote, que moi j'utilise beaucoup. Ok, ouais. Et en tout cas, c'est vrai que Notion, je l'utilise à titre perso pour le côté pro, à titre perso pour le côté pro. Mais non, mais pour le côté pro, vidéo et tout, mais aussi pour organiser mes idées sur des réels, des TikTok, mais également du coup pour le podcast. C'est vraiment ça qu'on utilise au quotidien pour organiser nos idées. Le côté collaboratif, effectivement, on en parlait justement, où chacun va mettre sa petite idée dès qu'on a des trucs. On se tient au courant. C'est notre bulle de travail, elle est vraiment dessus. Donc c'est vraiment intéressant, et si vous voulez vous aider d'un outil pour aller plus loin, c'est vrai que tu peux avoir l'IA pour le côté rédactionnel, mais vraiment pour le côté planification, le Notion, c'est un truc qui moi m'a vraiment changé et boosté
bousculer mes habitudes quand j'en avais besoin au début. Et surtout pour le côté professionnalisation d'une tâche, Ouais. je trouve que c'est vraiment cool. Et puis même pour un truc tout bête, mais l'organisation de notre mariage, on l'a fait avec Notion. Ouais. On avait la liste des personnes à inviter, on avait les emails, les adresses, les machins. Est-ce qu'on a contacté le fleuriste? Est-ce qu'on a contacté telle ou telle personne? On avait à chaque T'as ta fois checklist à chaque fois. tout notre déroulé. Et finalement, notre wedding planner, c'était le Notion, tu vois. On allait dessus et puis on l'avait. Donc c'est vraiment un outil qui peut vous aider à aller plus loin sur beaucoup de tâches. Et puis après, pour le côté un petit peu design et tout ça, bon, bah, vous le savez un petit peu si vous me suivez sur les réseaux, ça va être du Lightroom pour la retouche. Ouais. N'hésitez pas à acheter mon pack de presets. Photoshop pour éditer, Premiere Pro pour faire du montage. C'est vrai que moi, je suis resté team Adobe vachement. Et si vous êtes un peu plus amateur comme moi, parce que des fois, tu vois, en tant que créateur de contenu, on n'arrive pas à se spécialiser sur tous les outils sur lesquels on travaille, bah, vous avez pas mal d'alternatives comme Canva, moi que j'utilise, qui me permet très très bien. Voilà. Et Super outil. Pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec, avec un Photoshop ou autre, vous avez ces choses-là. Si vous voulez aussi travailler, par exemple, vous avez envie de travailler dans la vidéo, vous n'avez pas forcément les moyens d'aller du côté de chez Adobe ou Adobe, comme tu le dis. Moi, j'utilise DaVinci Resolve, qui a une version gratuite, Oui. qui est qui a peu de limitations. Il n'est est pas open source même, DaVinci Resolve? Alors, pas à ma connaissance. Je sais juste qu'en vrai, en termes de limitation, ça se limite à genre la 4K 10 bits, tu vois, que tu peux pas Oui, utiliser. des si t'achètes petites pas la spécifications. licence. Voilà. Ouais. Sachant que derrière, si vous voulez pousser plus loin et acheter une licence, bah, vous n'êtes pas pris à la gorge, un petit peu comme Adobe qui, lui, impose un abonnement. Là, vous achetez une licence une seule fois et vous avez accès à la licence, enfin, aux mises à jour gratuites. On a même aussi un truc très intéressant là-dessus, c'est que moi, en fait, j'ai toujours utilisé DaVinci en mode gratuit. Ouais. Et là, quand je suis parti de mon taf, j'ai eu la possibilité de me faire financer le Speed Editor, qui est un mini clavier qui regroupe les grandes touches de l'édition, tu sais, pour cut, pour faire des Ok, effets c'est hyper et tout intéressant. ça. Et en fait, ils sont tellement sympas que si tu achètes le clavier, ils t'offrent la licence. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, tu achètes le clavier, il va te coûter 300 balles. C'est le prix de la licence. En fait. J'avais eu le cas sur la licence Ableton pour faire de la musique. Ouais. Mais Énorme. DaVinci Resolve, si vous pouvez y aller, franchement, la learning curve est un petit peu plus pentue que la suite Adobe. Par contre, c'est une alternative tout à fait viable. Et encore, Deadpool a été monté entièrement sur Resolve et je crois que Camelot aussi. Mais DaVinci, en Le fait, film. à la base, a fait ses lettres de noblesse sur la colorimétrie. À la base, c'est vraiment c'est l'outil. vrai. En fait, ses limites sont parties de ça et ils ont développé derrière l'édition. Et le truc qui écoute, tu parlais de learning curve un peu difficile. Maintenant, DaVinci fait énormément d'efforts. Par exemple, quand tu installes l'appli, il te demande quel logiciel de montage tu utilisais. Si tu utilisais Final Cut ou Premiere Pro, et il te propose un agencement qui Un peu similaire. pour pas que ce soit trop compliqué. D'ailleurs, juste par curiosité, qu'est-ce que vous utilisez comme périphérique peut-être un petit peu cool pour aller avec votre ordi, la manière dont vous bossez au quotidien? C'est quoi finalement les outils aujourd'hui qui vous servent à travailler, à créer Qu'est-ce que vous avez en tête L'ordinateur, je sais que tu utilises un framework. J'ai un Rewan framework, ouais. Quand je travaille en mobilité, je prends un écran externe, no name, je crois que la marque c'est Arzopa ou quelque chose comme ça, en USB-C. Donc j'ai mes deux écrans et c'est format 21-29-7, les bons cahiers de cours de l'époque. Ça fonctionne très très bien. Mis à part ça, j'ai souvent les AirPods dans les oreilles, simplement pour m'isoler du bruit ambiant. Après, bon, j'ai le casque, forcément quand je suis en call, j'ai le casque Jabra pour les conférences d'entreprise. Avec le bon petit micro là. Avec le bon petit micro escamotable, tout Incroyable. ça. Ouais. Après, quand je suis chez moi, j'ai mon dock. En fait, j'ai un câble à brancher. Mon PC charge, ça envoie la vidéo sur mon écran, je sais plus, 45 pouces ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que en fait, quand je suis au bureau, j'ai juste à changer la sortie vidéo de mon écran et je peux passer en mode jeu. Tu vois. Ok. Donc globalement, quand je veux travailler, je débranche un câble, je rebranche un câble, ou même pas, je le laisse brancher, je change juste la sortie et puis je bascule d'un mode à l'autre. J'ai le MX Master Keys 3. MX Keys. MX Keys avec la souris. MX Master 3. Master 3, c'est ça. Qui, du coup, elle permet de se connecter sur 3 périphériques en parallèle. Donc j'ai même clavier et souris, que je sois sur mon PC perso pour jouer, sur mon PC pro ou sur mon PC portable, parce que j'ai aussi un framework à titre perso. J'ai appris d'ailleurs que tu peux créer, il y a un logiciel, c'est pas Logioption, mais il y en a un autre de Logitech qui te permet de créer des routines et des automatisations avec les périphériques Logitech. Ouais.
Et genre Oui. par exemple, tu cliques sur un bouton, ça te crée une suite d'actions, enfin les Ça te crée un macro, on appelle ça. machin, une Ouais. macro, ouais. Ouais. Mais incroyable. Si vous avez des produits Logitech qui sont d'ailleurs les deux références dont tu viens de parler sont vraiment excellentes. Ouais. Vous pouvez aller checker ça. Franchement, c'est vraiment très très cool. C'est cool, et puis c'est compatible. Tu vois, si tu as le dongle qui te vendent avec, tu peux en acheter d'autres si jamais tu veux t'embarques ton clavier, par exemple, à ton taf, et puis tu veux le ramener le soir. Il est compatible Bluetooth, donc vraiment très très cool. Encore une fois, on revient sur ce que je disais la dernière fois en rigolant, mais en fait, quand je veux commencer quelque chose, je veux pas avoir à ranger ou quoi. Je veux Bien sûr. m'installer, j'allume et puis ça fonctionne. Mais c'est ce qu'il faut. Bon, pour moi, ça fait partie des habitudes. C'est la réinitialisation d'espace dont Exactement. on a parlé T'en avais beaucoup parlé. dans le setup parfait. C'est effectivement quand tu pointes dans un endroit, il faut pas que tu aies d'abord à devoir, je sais pas, faire le ménage, ranger tel ou tel truc pour devoir faire une tâche. Et puis on est un peu dans le même style, il faut que ça soit propre quand on arrive. Ouais, C'est propre, c'est bien clairement. agencé, hop, t'arrives, t'es dans un bon espace, tu te sens tacitement bien, même si t'y penses pas de manière active. Ouais, et puis un truc tout bête, enfin, je veux dire, tu rentres chez toi, tu t'as faim, tu veux te faire à manger, si la poêle elle est en train, Elle est dégueulasse de la veille, c'est dégueulasse chiant. de la veille, bah faut d'abord que tu la nettoies pour ensuite te faire à manger. C'est exactement pareil C'est tout à pour fait ça. ton PC, ranger les espaces et tout. Et Mathieu, tu utilises du coup le Moi, clavier le Speed Editor Logis. de DaVinci pour la partie édition, mais aussi je suis chez Logitech. J'utilise toute la suite Ergo, le clavier, le Wave Keys Ok. avec l'Ergo. Et la souris verticale aussi. Verticale, la Lift et tout ça. T'en penses quoi? Écoute, à la base, on me les avait passés pour test. Je pensais revenir à mon MX Keys et tout. Et à force d'utiliser, bah écoute, je sais pas si les bienfaits sont aussi importants qu'on le dit, parce que je pense que ça va se voir sur le temps. Mais j'ai pris l'habitude. Et si au début, c'était un petit peu... Il y avait quelques petites fautes de frappe qui arrivaient encore un petit peu, le clavier a vraiment été travaillé pour minimiser cet aspect-là. Le clavier, alors, il fait une sorte de vague, De c'est vague, ça? exactement. Il n'est pas droit finalement pour c'est ça. s'adapter. Et il est en montée aussi ou Non, il n'est pas en montée. Là, c'est vraiment plus au niveau de la... Comme tu dis, qu'il est en mode wave, quoi, en mode vague. Et en fait, ils ont quand même bien travaillé cette partie-là pour pas que ça s'éloigne trop d'un clavier traditionnel, pour éviter les genres de fautes de frappe, etc. Donc, j'ai pas un gros setup ultra élaboré, mais c'est principalement les outils que je vais utiliser. Ouais. Juste histoire de vous faire kiffer avec une petite citation, parce qu'on aime ça ici. On parle beaucoup de productivité, créativité. Le but n'est pas de rendre quelque chose parfait, mais de le rendre authentique. Rick Rubin, le livre La créativité, un art de vivre. Voilà, ça résume un petit peu la solution de tout ce dont on a parlé depuis le début. Mais bon, ça c'était pour la partie un petit peu travail. C'est vrai qu'on a parlé de nos habitudes un petit peu quotidiennes, comment on bosse et tout ça, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées sur comment adapter votre workflow, votre manière d'aborder les choses aussi, parce que c'est, mine de rien, c'est hyper important. C'est pas, le but, c'est pas d'être rébarbatif dans nos propos, mais c'est vraiment essayer de vous guider, peut-être partager notre vision des choses pour vous donner une envie d'aller peut-être plus loin, si vous vous posez des questions sur comment adapter des choses dans votre quotidien pour essayer de tuer l'ennui ou même d'utiliser l'ennui à bon escient pour faire d'autres choses. Mais bien évidemment, on ne fait pas que travailler, on joue aussi beaucoup. On se divertit. On se divertit. Alors, beaucoup, Alors, moi, je me désolidarise du beaucoup, malheureusement. Oh, bon, J'aimerais mais bien, attends, j'aimerais bien mais beaucoup. tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es mal le mec qui parle tout le Mec. temps de VR et tout. Ouais, oui, ouais, mais moi j'en parle je plus joue. que j'en fais, Ouais, t'en malheureusement. fais beaucoup quand même. J'aimerais bien. Enfin, avec 2 enfants, oublie. Oh. Eh, tu leur mets un casque, crois-moi, tu vas avoir le temps de jouer. Hein. Ouais, j'avoue, tellement Le pas casque. bête. Mais ça dépend de l'âge. Ça C'est dépend C'est de l'âge. ça. Bon, on a 3 manières de jouer. C'est ça qui est hyper intéressant. Là, c'est Trois vraiment manières d'avoir des jeux, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment la différence. Ok, là. bah écoute, vas-y Mathieu, on t'a lancé. Eh ben, Comment écoute, tu joues toi? En VR. Voilà, fin. Fin. Le mec est Allez, trop merci. chiant. Le mec est trop Fin chiant. d'épisode. Non, bah écoute, moi, comme tu le sais, voilà, je joue principalement en VR parce que, en fait, ce qu'il y a de très, très dramatique, on va dire, dans cette manière de jouer, c'est qu'il y a pour pas mal de monde, parce que je suis pas le seul, alors c'est pas une vérité générale, mais beaucoup de gens commencent à dire qu'après, passer jouer en écran plat devient un peu ennuyant. On se sent plus Quand tu fais impliqué. trop de VR, Ouais. quand tu repasses sur En fait, un écran quand tu plat, joues en c'est chiant. VR, que tu es autant impliqué dans le jeu, quand tu joues sur une télé, sur un écran, en fait, tu t'ennuies. En fait, tu niveau n'arrives plus à immersion. te sentir, imprégné par l'histoire, par le truc, par le scénario. Ok, ouais, putain, c'est t'es hyper marrant. ultra passif. C'est pas encore une fois une vérité générale. Il y en a qui arrivent très bien de passer de l'un à l'autre, mais moi, perso, c'est un peu comme ça que je le vis. Et donc, du coup, bah, je joue principalement en VR. Je joue aussi également en motion gaming, c'est-à-dire que en VR, hein,
comme la fausse idée qui court aussi également, c'est pas croire que tu es obligé forcément de jouer debout en train de t'agiter comme un ouf. Moi, c'est une des utilisations que je privilégie parce que c'est celle que je préfère. Mais tu peux, moi, il m'arrive de faire des jeux comme il y en a un qui s'appelle Max Moustard. Pour que les gens situent, c'est un peu un astrobot façon VR. Et en fait, tu peux très bien y jouer non plus sur ton canapé. Il y a des fois où je suis posé le soir, où j'ai mes gamins qui regardent un truc qui ne m'intéresse pas forcément. Et du coup, je prends mon casque et je suis à côté d'eux. Et je joue à côté tranquillou. Et tu peux jouer à la manette, c'est pas genre comme les Wiimotes. Bah, tu joues avec tes manettes, tes contrôleurs, mais en fait, ils sont en mode manette. Non, mais ils sont en mode typiquement manette. Pareil, ça m'arrive aussi de jouer encore quelques fois quand même à mes jeux écran plat, mais je joue dans la VR. L'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir un espèce de super grand écran. Tu te retrouves dans une pièce. C'est un écran de cinéma de 3 mètres. Et en fait, il y a l'application qui s'appelle Virtual Desktop que je vous avais fait tester la dernière fois. Oui. Celle qui reproduit l'avion, là. Et ben en fait, le mec, il a ajouté une fonctionnalité qui fait que tes motion controllers se transforment en contrôleur d'Xbox. Il reprend le driver. Oui, donc c'est vraiment comme si tu étais dans une pièce, genre dans un, je sais pas, un setup télé ou un avion, un machin, et t'as ta manette. Tu bénéficies un plus grand écran. Et toi, en perso, t'es situé où? Enfin, genre dans ton canapé, dans ton lit? En général, je joue dans mon bureau. Parce que comme je joue en motion gaming, principalement, j'aime bien avoir de l'espace pour jouer. Mais ça m'arrive de jouer sur mon canapé, dans mon lit, plus rarement. Parce que je suis plutôt sur des jeux où je vais... des jeux à rythme. Typiquement, je peux te donner quelques listes de jeux. Beat Saber, des trucs comme ça. Hein. Pas vraiment. En vrai, tu vois, il y a beaucoup les jeux de sport que j'ai pas mal saigné, mais bon, j'ai un petit peu arrêté parce que pas le temps. Mais j'aime beaucoup les jeux solo, narratifs, aventure, comme beaucoup de gens. Et t'as Batman. Il y a un Batman. Le Batman vert qui était très très bien. Voilà. Ouais, Arkham quelque chose. Voilà, t'as Arkham Shadow. Arkham Shadow. Alors, t'en as un qui est sorti en mode PC VR, qui est plus une expérience où tu joues vraiment la partie détective, mais qui est visuellement extrêmement bien fait. Alors, vraiment, tu arrives dans la Batcave, il te met le costume et tout, tu as une sensation de vraiment, tu sais, un truc un peu à la Tony Stark. Qui t'enfile et tout. Exactement, comme Tony Stark. Et tu as Arkham Shadow qui est vraiment là pour le coup dans la vraie lignée des Arkham qui existent en version écran plat. Je vais jouer à ça. Il y a Behemoth aussi également qui est un RPG un petit peu avec une épée. Tu vas te battre contre des titans de 3 mètres en VR. C'est ouf, tu vois. T'as ce genre de jeu. Tu vas jouer aussi à des jeux un peu plus casual. Genre, là, j'ai une petite pensée pour un studio français que je salue et que j'essaie d'aider là, et qui a pourtant un nom très espagnol, Chipo et Juan, mais c'est français. Et ils ont développé un truc qui s'appelle Détective VR. Et en gros, c'est un espèce de Cluedo où tu dois retracer une affaire sur laquelle tu arrives avec l'écran, où tu dois mettre les câbles entre les personnages, entre des pièces, entre des lieux, d'écouter des enregistrements, des témoignages et tout. Et tu dois On dirait une sorte d'escape game finalement. C'est ça, il y a aussi ça, beaucoup de ça, hein, des escape games, des choses comme ça. Tu as des jeux de zombies plus traditionnels, du gros FPS. Ouais, non, ça, je vais pas faire ça. Afterfall, par exemple. C'est beaucoup trop regarde la dernière fois quand il m'a fait essayer le Final Fantasy. Là. C'était un Half-Life. Putain, quel enfer. Half-Life, ouais, maintenant. Et en plus, on l'a fait en mode téléportation. Au prochain coup, tu viendras à la maison, je te ferai tester parce que tu as Counter-Strike en VR, l'équivalent qui s'appelle Pavlov. Ouais. Et tu as, moi, celui que j'avais adoré, je me permets de rebondir là-dessus, c'est comment il s'appelle, Boneworks. Boneworks, où c'était vraiment le mec, il a vraiment poussé à fond le truc de la physique. C'est vraiment du bac à sable. Et pareil, puis tu as les armes, tu les recharges pour de vrai, tu as les épées, tu peux sauter, tu peux mettre des droites, tu as plusieurs types de monstres, tu as les zombies, tu as les robots, etc. Mais une fois que tu es dedans, c'est difficile d'en sortir. Et tu as vraiment la partie physique. C'est-à-dire que tu peux vraiment prendre les trucs, les jeter et tout ça. Et c'est ça, je pense que tu disais vis-à-vis de l'immersion, c'est le fait de se sentir intégré au monde dans lequel tu es. Oui, c'est vrai que je pense que ça va créer du coup une frustration de retourner sur un écran plat finalement et de se dire bah merde, c'est pas moi, c'est pas ma main finalement qui le fait, c'est une manette. Tu vois, pour faire juste un parallèle, tu as les Resident Evil 4 et 8 là, qui sont disponibles, les remakes en VR. C'est différent entre toi qui va vraiment te focus en joueur écran plat à aller répondre à la mission, enfin en tout cas d'aller au bout de l'histoire, alors qu'un joueur VR, il va même parfois être dans l'exploration. Il va aller regarder les décors, les détails, etc. Se rapprocher du détail. Tu prends le temps, en fait, parce que tu es dans l'environnement et du coup, tu vis vraiment comme « Ah, je débarque dans ce manoir. Ok, ah ouais, je vois ça. Oh, c'est quoi ce détail-là » Tu vas aller voir, prendre les objets, tu as envie. Et il y avait aussi une marque française, il me semble, que tu avais testé où justement, pour accentuer l'immersion, tu avais carrément le fusil physique. ProTube, exactement, avec les retours haptiques assez puissants. Des trucs, les mecs sont en train de faire des contrats avec les militaires pour te donner vraiment... T'as les gilets à retour haptique où quand tu te fais tirer dessus, tu ressens...
où tu ressens les coups sur le torse et tout ça, Oui, c'est assez fou. Ouais. localisé, etc. Et j'allais te poser la question, tu m'as offert la transition avec Resident Evil, les jeux d'horreur, t'en as fait un petit peu ou Ouais, pas? J'en ai fait, ouais. Il y avait Five Nights at Freddy's, Ouais, Help Wanted, Tu je peux même crois. en prendre un qui s'appelle Metro Awakening, bah les métros. Les métros, la série de Metro, métros là, ils adaptée en des ont fait romans. un en VR. Ouais, moi, je me suis fait hurler, quoi, dans des Et pièces. Ah encore, ouais. c'est plus C'est énorme. action avec Ouais. l'horreur. L'autre, c'est vraiment horreur. Bah. Vraiment, quand tu le fais, encore une fois, toi, t'as l'habitude, tu sautes, machin, t'éloignes, tu jettes le casque. Là, t'es en VR. Donc, le mec qui te saute à la gueule, c'est Mais- accroché à ta gueule Mais il y quand a t'as un truc- des jumpscares. il y a un truc qui est ouf, c'est que, par exemple, il y a Madison. Je sais pas si tu connais, il y a un jeu écran plat à la base, Madison VR, qui est vraiment un jeu un peu à jumpscare, en fait, ou un Phasmophobia. Tu fais un Phasmophobia. Ouais, bien sûr. Bah, ce ouais. mec, la différence entre quelqu'un qui joue sur écran plat, Phasmophobia, quand tu rentres dans la maison, il n'y a pas encore de danger que tu es déjà en train de flipper. Et en plus, tu as la localisation du son, tu entends le bruit sourd qui fait constant. C'est ultra. C'est l'enfer. C'est vrai que l'anxiété, quoi. pour l'immersion, il y a enfin, ça ajoute un plus C'est ça. qui est du jamais vu, quoi. Ouais, C'est ouais, clair, et aujourd'hui, le seul truc qui fait que pour l'instant la VR elle pète pas, bon, il y a outre le fait qu'il y a un petit peu de friction parce qu'il faut installer le casque et mettre les manettes et parfois quand on a envie de jouer en motion gaming, mais que tu as la flemme, tu es fatigué, bah, tu le fais pas. Mais très clairement, le jour où on va faire sauter plus peut-être encore les barrières visuelles, graphiques, moi, il y a des gens qui jouent à Horizon, il y a des modes VR, comme je vous ai dit, il y a plein de gens qui ont développé des modes VR, GTA en VR. J'étais en VR, c'est fou. Mais ça, c'est Voilà. ça, c'est ouf. Mais Pour le être dans la jour où ça voiture et de sera- rafaler les gens à travers la Voilà. fenêtre en Ah ouais, tenant de du ouf. volant, le vrai volant que t'as en face de toi, c'est fou. Et pour l'instant, ce truc-là pète pas parce que bah, c'est du bricolage, c'est fait par des passionnés et que c'est pas encore parfait. Mais le jour où Rockstar fait le truc officiellement et que c'est pris nativement, Moi, en place, j'attends vraiment ça. Hein. ça sera Vraiment, le cas. dès qu'il y a des triple A comme bah, tu parlais de GTA, Ah ouais. l'exemple type, hein, enfin, moi j'achète tout le matos qui Pour va avec avec. l'instant, l'objet d'une vidéo. Il faut faire un tuto, il faut déplacer des fichiers, voilà. Bref. Rewan, toi, t'as une manière différente de jouer. Alors, différente, oui et non, parce que en fait, c'est plus un rapport au temps que j'ai vis-à-vis des jeux, parce qu'on faisait la blague en mode oui, on joue, etc. En fait, depuis que j'ai commencé le travail, en fin de compte, j'ai plus le même temps de jouer et c'est plus les mêmes moments. Parce que j'avais une dimension vachement sociale au jeu. Quand la Xbox 360 est sortie. On va faire un call of avec les potes. Exactement, tu sors des cours, tu mets le casque et puis tu joues avec tes potes. Et puis Je j'ai pense- commencé par la console. Enfin, j'ai commencé par la console. Non, en vérité, j'ai commencé par le PC, mais j'étais très jeune. J'ai Mais fini. il y a plein d'évolutions, genre le fait que tu rencontres une nana, tu te poses avec une moitié déjà, que ce nana ou mec, hein, peu importe. Mais ça, déjà ton rapport au jeu il va commencer à changer. Parce Bien que sûr. ton rapport au temps C'est va clair. changer aussi. Complètement. Exactement. Alors tu peux même après, ça peut évoluer en mal comme en bien. Tu peux très bien trouver quelqu'un qui adore les mêmes jeux que toi et vous faites votre petite gaming room et tout ça. Moi, c'est pas le cas. Ça dépend des situations parce que ma femme, elle joue aussi. On joue de temps en temps ensemble, mais c'est des moments qui sont un peu plus rares avec d'autres potes. Mais en fait, il y a la partie vraiment différence entre le gaming en casual, c'est-à-dire j'ai envie de me faire une petite partie, je fais un truc à la One Again Beast to Fly, et le moment où je me pose devant le PC, on a prévenu les potes, où j'ai un vrai moment pour jouer, j'ai rien, j'ai l'esprit libre, et là, ça va être une Grosse session, quoi. C'est un vrai mais c'est un événement, mood quoi. différent. Et c'est un mood différent parce que, donc, t'en parlais, moi, je suis plutôt joueur PC, même si à la base, j'ai fait du PC, j'ai quand même eu la Xbox 360 pendant Ah, moi aussi. assez longtemps. J'ai eu la GameCube aussi. Mais vraiment, l'essor du gaming, pour moi, c'était le gaming social. C'est-à-dire, je me connecte avec les potes, on se fait un jeu, on passe l'après-midi à gueuler ou le week-end à gueuler. De toute façon, dans pour les moi, à partir de micros. 2010, c'était ça, quoi. C'était les jeux. Y a pas de. Enfin, t'as les jeux d'action, d'aventure, où t'as une Solo vraie histoire. narratif, ouais. Solo narratif, mais en vrai, ce qui a régi notre quotidien, ça a toujours été les jeux de groupe, Bah, des c'est pour ça que FPS et les tout. plus gros top ventes, c'est souvent Call of, FIFA. Complètement. J'ai c'est- fait les Exactement. soirées à 4 écrans partagés sur Call of avec les 4 manettes devant le même PC Grave. parce qu'on est tous dans le même canapé, tu vois. J'ai fait aussi Mario le Kart. gaming. Mario Kart, c'est encore, tu vois, bon point. Mario Kart, ça fait encore partie des jeux auxquels je joue parce que j'ai la Switch qui est connectée à la télé, mais je les joue avec des potes. J'ai même pas Oui, le oui, c'est online sur c'est la le jeu Nintendo. social, oui, oui. Et on va en parler parce que la dimension payée pour jouer en ligne, bon, voilà, je trouve adhérer, qu'il faut ouais. aller se faire foutre. Ouais, t'étais plus politique que moi. mais voilà, on parlait du fait de, voilà, t'as les sessions gaming, les sessions plutôt casual. Donc, en fait, j'ai globalement deux moods. C'est-à-dire que je suis joueur PC, mais j'aime le rapport à la liberté du PC. C'est-à-dire que j'ai envie de jouer avec une manette de PS5, je peux jouer avec une manette de PS5. Moi, je joue encore aux manettes d'Xbox 360, tu vois. Même s'il y a des avantages à Moi avoir à aussi. l'Xbox One, j'ai pas envie d'investir 70 balles dans une manette de Xbox One pour pouvoir bloquer ma gâchette, tu vois. Donc j'ai les manettes d'Xbox, mais je peux y jouer sur PC.
Sur PC, ça m'arrive de jouer, alors pour ceux qui connaissent à l'époque Elite Dangerous, qui est un jeu de, je vais dire en fait simulation de pilotage de vaisseau. En fait, tu peux être plein de trucs, tu peux être un mercenaire, tu peux être juste un T'as un vrai convoyeur, taf dedans, en fait. un taxi, mais c'est en vaisseau spatial. Et du coup, j'ai le truc comme pour Microsoft Flight Simulator, le petit T'as le joystick. J'ai pas le HOTAS parce que ça coûte un peu cher, mais j'ai un truc équivalent, un joystick pour jouer et pour voilà, avoir les mêmes, plus ou moins la même configuration qu'un pilote. Je peux jouer à la VR. J'ai le casque HP Mixed Reality, donc réalité mixte, qui est pas le meilleur, Non, mais qui le convient VR. parfaitement Oui, à ton à ce mood. que je fais. Ouais, t'en fais un petit peu, donc du coup, ça te suffit. J'en fais un petit peu, j'ai Boneworks, j'ai Pavlov et je fais de la simulation automobile. Donc c'est cool quand parce que j'ai ça, aussi c'est pas mal. le Assetto Corsa et tout. Assetto Corsa, Project Cars, tous ces trucs-là, où tu as le levier de vitesse, j'ai les 3 pédales, embrayage, frein, accélérateur, le volant et tout ça. Et quand tu es dans l'habitacle, tu peux tourner la tête, regarder ton rétroviseur et tu le vois pour de vrai parce que tu as le casque sur la tête. Et au niveau de l'immersion, tu as le casque sur les oreilles, etc. Donc ça, c'est pour les grosses sessions. Je me pose vraiment, j'ai le PC, je préviens les copains, on se fait un gros Baldur's Gate pendant 4 heures, 5 heures jusqu'à des minuit, 1 heure du mat quand j'ai le temps et que je bosse pas le lendemain. Madame joue avec moi aussi à côté de moi, elle prend mon PC portable et puis ça tourne super bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi l'aspect, putain, je me ferais bien une petite partie là, j'ai un peu de temps, tu vois. Les petites parties vite fait le soir, le 10 minutes, 20 minutes. Exactement, et l'avantage, je suis sur PC, je joue sur Steam, j'ai le Steam Deck, donc je peux choper le Steam Deck et récupérer ma save qui est synchronisée du coup avec Steam Cloud et reprendre là où j'en étais parce que j'ai commencé sur PC. Alors je reprends la partie manette. Donc pour les FPS et tout, je suis plutôt FPS souris-clavier parce que c'est pas la même appréhension, la même manière de jouer, la même réactivité, etc. Et ergonomie, exactement. Mais c'est quand même cool de pouvoir prendre la console portable et se dire, je vais jouer dans le canapé, j'ai envie de jouer dans le canapé, j'y vais. Et moi, juste juste pour faire le parallèle, je fais exactement la même chose avec, par exemple, mon casque VR parce que du coup, pareil, j'utilise Virtual Desktop ou Steam. Et du coup, je lance mon jeu qui est en local sur ma machine. Et pareil. Oui, parce que toi, tu as le mode standalone dans le casque, où tu peux jouer où tu veux quand tu n'as pas Internet, mais tu peux t'en servir en étant connecté à distance à ton PC, etc. Steam permet aussi de faire ça. C'est-à-dire que si tu as une télé connectée avec Android, dans le cas, j'ai le cas dans ma chambre, mobile, tu te connectes en vrai, à distance, tu as ta manette connectée en Bluetooth à ta télé, qui normalement a le Bluetooth, puis tu peux jouer en ayant projeté ton PC sur ta télé. Et le Steam Deck, du coup, en avis, en 3 mots? Oh, énorme banger. Ça y est, c'est. Mais ça y est, c'est acquis, c'est fait, c'est fini. J'ai changé le SSD pour en mettre un plus rapide et avec plus d'espace de stockage parce que les 512 Go étaient un peu faiblards et que l'investissement de le changer soi-même est plus intéressant que d'acheter directement une version 1 Tera. Mais énorme banger. Énorme banger. Tous les jeux auxquels j'ai joué, que ce soit des jeux de course, Need for Speed Heat, tout ça, les jeux action-aventure, Assassin's Creed Origin auxquels je suis en train de jouer, j'ai repris des Fallout, etc. Je fais même des jeux de stratégie, notamment du XCOM 2. Impeccable. Franchement, faut pas espérer y jouer pour les compétitifs parce qu'il y a encore des problèmes d'anti-cheat, de compatibilité, donc tu pourras pas jouer à je sais pas, du League of Legends, du Dota, ou il y avait un autre jeu en particulier, bien sûr, du Call of Duty, du Warzone, etc. T'as pas d'anti-cheat, mais Steam Deck, énorme banger. Et encore une fois, vu que j'ai l'écosystème PC, que j'ai pas mal de bibliothèques avec Steam, j'ai pas à racheter les jeux pour les faire tourner sur Steam Deck. Je les ai déjà, les jeux. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure, je faisais la blague pour payer en ligne. Steam, je joue en ligne. J'ai pas d'abonnement à payer. J'ai envie de jouer, je joue. Et puis, il n'y a rien à payer. À part si tu as des abonnements spécifiques in-game, comme tu peux avoir sur World of Warcraft ou ce genre de choses, Elder Scrolls Online. Non, je paye pas, je veux pas payer. Les jeux, je les ai aussi beaucoup moins chers parce que c'est Steam, parce que c'est PC. Là, en ce moment, c'est les promos de printemps. J'ai appelé mon banquier, lui dire si tu veux un truc Steam, c'est moi qui ai craqué, je suis un crackhead, s'il te plaît, refuse le truc. Et en plus, vu que tu as tes listes de souhaits, tu vas en mode ouais, t'as les promos. Ah, regarde celui-ci, il est en promo. Bon, je dis ça, j'ai craqué, je suis un menteur. J'ai encore des jeux que j'ai et puis sur lesquels je vais pas jouer avant je sais pas combien de temps, mais je les ai, tu vois. Le back catalogue de zingue. Et pour terminer sur la partie écosystème, quand j'ai envie de jouer sur la télé, parce que je suis avec des potes ou parce que j'ai envie de jouer sur la télé avec le gros son dans le canapé, dans le salon avec les chiens, parce qu'encore une fois, c'est un mood différent de jouer dans un bureau tout seul sur le PC et puis de jouer sur la télé, sur le canapé en mode détente. J'ai le choix entre utiliser la Nintendo Switch, puisqu'on a la Switch qui est connectée à la télé, où là, tu peux faire du party game, donc on a... tu sais, le jeu, je sais plus comment ça s'appelle, le jeu dans le bureau, tu dois déplacer des trucs, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. On a, ma femme, elle a Animal Crossing, on a Mario Kart, évidemment. On a New Super Mario World de l'époque auquel tu peux jouer à 4. Donc c'est du party game. Quand t'as des invités, c'est rigolo, le petit Mario Kart en gueulant et en s'insultant les uns les autres. Et à côté de ça, j'ai un PC connecté à la télé.
PC qui fait tourner Steam en mode big picture. Donc, tu as une interface similaire à celle du Steam Deck, Ouais, une une interface console. J'ai ma petite manette sans fil d'Xbox que je pourrais remettre sur le PC si j'ai envie. Et j'ai 4 manettes, donc je peux jouer à des jeux qui se jouent à 4 en local sur mon PC, sur mon PC qui fait office de console en fin de compte. Et du coup, dans ton salon. Et du coup, dans le salon, donc il y a plein de jeux, notamment Plate Up, qui est un jeu où tu gères un resto, tu dois préparer, tu sais, les plats, les servir, débarrasser, servir les invités, les machins, qui est hyper marrant à plusieurs, avec lequel on prend beaucoup de plaisir à se gueuler dessus sur ce genre de trucs-là. Mais encore une fois, c'est encore une expérience différente. Et encore une fois, je ne suis pas tributaire d'être bloqué à un écosystème, mis à part, bon, effectivement, c'est l'écosystème Steam, mais je veux dire, j'ai pas de problème si jamais demain je veux changer de PC, où je vais avoir des graphismes un peu plus sympas, j'évolue le PC. Pour la petite histoire, ce PC-là, c'est un PC que j'ai construit à partir des composants de quand j'ai amélioré mon PC, du coup, qui est dans mon bureau. Donc, je récupère ces composants-là, je les fais, j'en ai fait un second PC parfaitement opportuniste. J'ai juste racheté une alim et un boîtier pour les mettre dedans. Et encore, tu peux aussi utiliser encore une fois le Steam Link pour jouer avec ton PC qui a peut-être plus de puissance dans ta pièce. Et tu pourrais aussi faire ça. Là c'est que tu as été jusqu'au boutiste du truc, tu as fait une seconde machine là-dessus, mais tu pourrais aussi avoir juste un hub en fait. Oui, moi, ce que j'avais pendant longtemps, j'utilisais le GeForce, le Nvidia Shield, pardon. Moi, je les ai toutes eues. J'ai eu enfin, pas toutes, j'ai pas eu la version tablette, mais moi, j'ai fait partie des rares à avoir fait importer le Nvidia Shield console portable, celle avec l'écran, les manettes et tout ça. Et moi, mon objectif, c'était pareil. J'étais vraiment dans le côté très avant-gardiste de Nvidia, jouer... Du cloud gaming en général. Faire du cloud gaming, mais du cloud local gaming. C'est-à-dire que moi, le cloud me servait juste à jouer sur mes machines qui étaient chez moi, quoi. Chose qui est aussi possible avec Steam. C'est parce que j'en parlais si tu es à l'intérieur, mais si tu es à l'extérieur, ça fonctionne aussi. Du moment que tu as une bonne connexion Internet, tu peux jouer avec ton PC, streamer ton PC qui est chez toi. Donc là, c'est un peu tout cet écosystème que je me suis créé pour me dire, j'ai envie de jouer un petit coup vite fait, je peux. J'aime bien bidouiller, donc j'ai bidouillé mon PC en mode console dans le salon, ça fonctionne, c'est impeccable. Je garde en fin de compte une synchronisation entre mes différents environnements, que je reprenne la partie sur PC en bas, en haut sur le Steam Deck, j'ai la même chose. Tu parlais de connecter le Steam Deck, je peux très bien le connecter aussi en USB-C ou en HDMI avec la base à la télé. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Ouais. Je peux jouer sur mon téléphone si j'ai envie, parce que l'application Steam Link, c'est dispo Android. Et c'est un peu tout ça. Donc c'est vraiment une question de mood, de avec qui je suis et globalement de liberté. Yes. Et toi, Quentin? Écoute, je partage un petit peu votre vision tout en n'ayant pas du tout les mêmes habitudes. Vraiment, moi, je suis resté à l'ancienne, c'est-à-dire ma petite console dans le salon. En fait, j'aime bien ce côté, je suis posé chez moi dans mon salon sans trop de complexité. Complexité dans le setup éventuellement, mais pas dans le plug and play, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que j'arrive, je prends la manette, je joue, quoi. Ce qui est l'argument principal des joueurs de console. Oui, j'ai la console, j'achète le jeu, je mets le jeu. Bon, je fais la mise à jour. Alors, ouais, c'est ça. Je fais la mise à jour, je télécharge, etc. Et puis après, une fois que tu t'es bien fait enculer, tu peux y aller. Une fois que tu as payé le online. Tuer le plug and play. C'est l'enfer. Mais ça, on en a discuté à plusieurs reprises. Ouais. C'est vrai que moi, en fait, j'aime bien acheter les CD, mais derrière que tu mettes le CD, que tu sois obligé de télécharger le jeu, et au final, quand t'enlèves le CD, tu peux plus y jouer. Bon, c'est d'une illogicité qui est, j'ai inventé le terme, je m'en bats les couilles, qui est fou. Et ça me tue. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas perdu ce côté console que j'ai toujours eu depuis que je suis petit, avec la GameCube, la Wii, les différentes Xbox, différentes Play et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis satisfait à utiliser la PS5 pour tous les jeux. En ce moment, je suis en train de refaire Assassin's Creed Origins, enfin de faire le jeu. Bientôt, ça sera Shadows. Sinon, pour les petites parties, de temps en temps, c'est FIFA. J'adore me relancer un petit Call of de temps en temps, même si le dernier, je suis pas tellement fan. J'adore me relancer un GTA parce que c'est un jeu qui est fou et j'ai hâte d'avoir la dernière version. Et autrement, pour le côté, vu que j'ai un Mac et tout mon écosystème qui est autour, c'est vraiment basé sur la productivité, j'ai du mal à jouer sur PC parce que j'ai pas déjà de PC qui est dédié à ça. Ça s'y prête pas du tout. Ouais. C'est ça, c'est que j'ai créé mon écosystème pour pouvoir bosser, pas du tout pour pouvoir jouer. Ouais. Et le PC gaming que j'avais construit, c'est mon frère aujourd'hui qui l'utilise. Mais ça va revenir, t'inquiète. Moi, je te travaille depuis un certain temps pour le PC gaming. C'est clair. Ouais, mais puis je pense que c'est le fait que tu sois utilisateur Apple, t'as peut-être aussi un peu une petite aversion à Windows, ou en tout cas, c'est un peu contre nature, un peu pour toi. Je sais pas, c'est même pas une aversion, c'est juste, effectivement, en question d'habitude, c'est. Parce qu'à mon avis, vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Sur ton Mac, t'aurais tous tes titres sur ton Mac, il y a des chances que tu utilises. En tout cas, que tu aies au moins le côté je joue un peu sur le Mac. Je sais pas, en vrai, sur le Mac, je joue à Dofus. Tu vois, un jeu de MMORPG pour ceux qui connaissent pas. Et c'est vrai que, en fait, le mood de me dire je retourne dans mon bureau
pour me remettre sur mon C'est un ordi jeu, là où je bosse, Ouais, là où mais tu en bosses, fait ouais, je je suis vais d'accord. faire un jeu. En fait, c'est pas le même mood de concentration. En plus, Dofus, je le prends en mode sérieux où vas-y, je vais avoir les petits trucs et astuces à côté, je discute avec mon frère, machin. Donc c'est pas le même mood où t'es là, t'es dans ton salon, t'es tranquille, t'es posé, Ouais. tu fais ton truc. C'est pas la même ambiance. Je suis d'accord, c'est vraiment la Et j'ai un dimension peu, sociale. machin, Ouais, du et puis truc, j'ai un peu du mal du côté un peu trop sérieux par moment. Et puis même, enfin, tu vois, Dofus, c'est pas un jeu sérieux en tant que tel, mais le côté sérieux dans la mise en place que je vais faire autour. Le Après, tryhard, ouais. et c'est exactement ça, le côté tryhard. C'est vrai que j'ai adopté une philosophie de jeu qui est complètement différente de celle que j'avais avant, où je vais me buter, où je vais passer 40 millions d'heures. C'est vrai que quand j'ai le temps le week-end, j'aime bien me faire des grosses sessions de jeu de 4, 5, 6 heures si je peux me le permettre, mais c'est de moins en moins le cas. Et aujourd'hui, c'est vrai que la petite session rapide Je suis est d'accord avec cool. toi. Et c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à la PS Vita. La PS Vita, mais je suis un ouf. Ouais, je l'ai À la sorti, Steam mais Deck, d'antan. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Le PS Vision, PS le Portal. Le Portal, voilà, ouais, mais j'ai sorti un truc. Oh, mais le PS Vita, Ouah, banger après derrière la les PS panneaux, Vita. mec, la PSP, quoi. Franchement, mais c'est grave ça. Mais le Portal, parce que le côté, je peux me déplacer Oui. dans la baraque, faire un petit FIFA genre, par te mettre dans ton exemple. pull vite fait, jouer une petite partie avant de- Exactement. Ce que j'ai fait avec le Steam Deck, en fait, quand on est exactement Oui, dans le même cas c'est- d'usage, c'est mis ça. à part que toi, c'est purement. C'est pas le même écosystème finalement. Et c'est purement projection, c'est-à-dire que c'est pas du standalone, t'es obligé Oui. de te connecter, mais c'est exactement Exactement. le même. Mais même besoin. quand je suis en déplacement, je ressens pas forcément le besoin de jouer. Par moment, ouais, tu vois, quand tu fais les fêtes de fin d'année, t'as envie de te poser, mais c'est pour ça que, genre, sur mon iPad, j'ai ma petite manette. De temps en temps, je fais un Forza Oui. en cloud Cloud. gaming. Mais c'est rare que ça arrive. Et en vrai, je me détache de plus en plus du jeu, même si j'adore y retourner et j'en fais. Enfin, en vrai, j'en fais assez régulièrement. Non, mais quoi. je pense que notre génération, je pense celle d'après nos parents, on est vraiment, nous, on a baigné dans le jeu, donc c'est quelque chose qui est intemporel. Et C'est on ça. voit d'ailleurs la population de joueurs a augmenté en termes de moyenne d'âge. hein, Mais donc, c'est sûr, c'est sûr. Mais mais après, ouais. tu vois, nous, on est resté quand même assez fidèles, entre guillemets, à l'univers du jeu, etc. Mais notre manière de l'aborder, elle a changé. Parce que je suis certain qu'aujourd'hui, les gens qui rentrent chez eux, les étudiants, les collégiens et les lycéens, ils sont exactement dans le même mood que nous. Mais c'est Juste, sûr, c'est pas le même c'est jeu. beaucoup plus C'est facile de se Valorant, connecter. c'est machin. Mais même sur console, les Call of Duty avec lesquels nous on jouait, aujourd'hui, bon, vas-y, tu peux jouer avec le mec avec Homelander de The Boys qui met une droite à Lady Gaga ou à Nicki Minaj. Mais, Bon, en fait, je mais pense c'est que la même ça- chose. La dimension sociale reste la même, c'est même Ouais. beaucoup plus abordable. Ouais, je pense que d'ailleurs, la nouvelle génération, elle est vraiment dans un autre mood. C'est-à-dire que nous, on a baigné dans la diversité des jeux qu'on a. Et on a des moods avec des jeux genre, typiquement, tu veux faire un Mario Party, tu peux passer à un Call of, tu peux passer à différents types de jeux qui sont très variés. Je trouve que la nouvelle génération, elle est plus orientée sur de vivre dans un espèce de... un peu un multivers. C'est pour ça qu'on en parle. Tu vois, Je suis d'accord. Fortnite, Minecraft. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est des jeux dans les jeux, en fait. Oui. Tu vois, par exemple, j'en parlais avec quelqu'un. C'est vrai que Minecraft, en fait, oui, il y a le jeu de base, mais en fait, avec tous les modes qui ont été rajoutés, Tu c'est un mélanges jeu dans les le jeu, univers. quoi. Ouais. Et Et- Fortnite, c'est pareil. C'est un jeu avec plein de jeux à l'intérieur, C'est ça. plein de gimmicks. donc, Même version de base, tu parlais des modes, même sans les modes, Minecraft, tu peux faire ta maison, tu peux C'est- faire ta petite ferme, etc. sans Mais même, jamais jouer aux quêtes du truc. Sur Fortnite, maintenant, c'est Travis Scott qui avait fait un concert à l'intérieur. Ouais. Cause, il a fait une expo, même à l'intérieur du jeu. Lego, il y avait un mode Lego qui C'est- reprenait les codes de C'est Minecraft vraiment dans Fortnite. un peu quelque part le métavers qu'on voit même dans Ready Player One. en C'est fait. exactement ça. Fortnite, C'est c'est ça. un peu ça. hein, Complètement. c'est juste que ça se fait pas en VR, mais c'est exactement ce truc-là. Et la dimension sociale, ils l'ont déjà de base avec leur aspect Et ils beaucoup rejoignent plus leurs présent. potes aussi. C'est ça, sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, aujourd'hui, C'est un prolongement. en fait. c'est ça. Nous, on avait moins, comment dire, on parlait la dernière fois de BBM en rigolant. C'était un peu cette période-là où, pareil, on s'est mis à jouer beaucoup plus en ligne quand c'était pas nos parents qui étaient déjà sur le truc parce qu'ils jouaient déjà en ligne à Quake à l'époque. Et sachant qu'il y avait encore même dans votre génération, on n'a pas beaucoup d'écart, mais tu vois, moi Ouais. j'ai connu le mood où avant il n'y avait pas du tout de online et en fait il fallait aller chez un pote. Tu faisais pour une prendre LAN. de manettes. Complètement. Et, Tu ouais, ramenais ton euh, PC, ta on- tour, On ton faisait écran des trucs qu'on faisait cathodique. même plus. On faisait du jeu de combat, du Street Fighter et tout ça. On se butait sur des jeux de combat, en plus de FIFA, etc. Mario Kart Double Dash. Mais, Counter-Strike. mais du coup, en fait, nous, c'est juste qu'on a vécu dans un monde moins interconnecté. Et eux, tu as l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils vont peut-être commencer une discussion, je sais pas, sur un groupe, je dis peut-être une Discord, connerie WhatsApp ou Snapchat, tout ce que tu veux, et ils vont prolonger pour se retrouver soit sur un Fortnite. Moi, j'ai vu des gens se retrouver à discuter sur Discord et après à se dire, bah vas-y, on bascule sur Among Us. Et en fait, c'est presque pas le jeu qui les intéresse, mais c'est de continuer de
d'être ensemble. prolonger. Ouais. Et comme en plus, devient une génération multitâche de ouf, t'as l'impression que discuter sur un groupe de discussion, ça suffit plus. Il faut qu'il y ait en plus une gamification Ouais. dans juste le fait de se retrouver pour discuter. Mais c'est hyper intéressant de voir les trois finalement cas d'usage qu'on va avoir un petit peu autour du jeu et puis même autour du travail où on se rassemble un petit peu plus sur certaines idées. Et puis c'est vrai que bon, il n'y en a pas non plus un milliard. Non. Mais en termes de gaming, c'est vraiment très intéressant. Dans les N'hésitez deux cas, pas. Dans les deux cas, il y a une complémentarité des outils par rapport Ouais, à ce qu'on fait. Parce que tu complètement. vois, t'as VR pour l'immersion, moi c'est plutôt côté casu, mobilité, et toi en fin de compte c'est côté plug and play, ça fonctionne et je me prends pour pas la tête. Et tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup de jeux vidéo un peu plus pro, mais pour le côté casu, moi j'adore me faire mon ping-pong en VR. C'est vrai. Ouais. J'ai des Le jeux petit de golf, sport, tu vois, il y a le mini-golf, il y vrai, a le truc, voilà quoi. Donc, C'est très- N'hésitez pas à nous partager en commentaire, même en audio, ce que vous utilisez, vous. C'est quoi votre manière de bosser et même les consoles de jeux que vous préférez, même les jeux que vous préférez. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous faites, vous. Ouais. Et, est-ce que comment vous avez passez des votre temps anecdotes? libre. Je t'en donne une juste pour voir si ça engraine les gens. Moi, la dernière fois, je me suis retrouvé à l'aéroport, 2 heures de retard, j'ai mis mon casque sur la tête, j'ai fait un billard. Un billard dans le terminal, au calme. Le fou Voilà. de Roissy, Ouais. Charles de Gaulle, qui est au milieu en train de faire du billard en plein En milieu. en du- réalité mixte, du et je voyais terminal. les gens, tu vois, donc c'était... Mais j'avoue, partagez vos anecdotes là-dessus. Je suis hyper curieux de vous entendre ou de vous lire. Les recos. Les recos, c'est l'instant recommandation. En fait, il faudrait faire un jingle carrément. Un jingle, les recos. Un jingle, les Ça sera recommandations. sans moi, j'ai pas de recos. Voilà. Oh là Je laisse là. Mathieu. Bon, en parce tout que cas, c'est Mathieu- le petit instant recommandation. On vous partage un petit peu des séries, des Ce qu'on jeux, veut. des machins. Non, ce qu'on veut. Ouais, Moi, ce je qu'on m'en veut, fous. en Je vais fait. partager, voilà. Je partage. T'as partagé, c'est bon? J'ai partagé. Mathieu, t'as des trucs à partager? Bah écoute, ouais, je veux juste savoir en commentaire, tiens, plus on en parlait, si c'est d'une originalité folle ou si c'est d'une banalité constante. Moi, vraiment, c'est une série, j'ai l'impression que tout le monde la connaît. Mais c'est peut-être pas le cas, puisque il s'agit d'Invincible. Invincible, à la base, c'est une série animée. Donc, on n'est pas du tout dans une série live action. Il se parle d'un truc en live action là, qui pourrait arriver. Pour savoir un peu qui est derrière ça, c'est simple. Vous prenez Robert Kirkman, qui est connu pour la série Walking Dead. C'est lui qui est derrière cette série-là. Et en gros, on retrace l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Mark Grayson, qui est un adolescent de 17 ans, qui découvre qu'il a hérité des pouvoirs de son père, qui s'appelle Omni-Man, qui est le super-héros le plus puissant de la planète. Bref, tu prends Superman qui a un fils, c'est un peu ça. Et en fait, pour très facilement vous pitcher la série, vous prenez, on va dire, The Boys, vous prenez Smallville, vous mélangez le tout, vous secouez, et ça Oh, donne Smallville! Invincible. Du coup, voilà, puisque on va vivre la période du passage à l'adulte de notre protagoniste, de Mark Grayson, qui vit dans un monde qui est quand même très cru et très réaliste, un petit peu comme le veut The Boys. Et en fait, ça se frite. C'est ce que j'allais dire. Il y a une dimension très adulte Ouais. à la série. C'est assez cru. Ouais, c'est ça. Outre le sang, etc. C'est vraiment des. Comment dire? Moi, C'est accessible, mais c'est quand même des Ouais. problématiques de Alors, société, etc. tu fais pas regarder ça à des gamins. Moi, c'est limite d'ailleurs ce que je reprocherais un petit peu à la série, c'est que des fois, c'est trop du gore pour du gore. Voilà. Bah, The Boys, c'était ça aussi. Hein. Ouais, The Boys, c'est ça, mais je sais pas, je trouve qu'il y avait quand même des moments de respiration. Des fois, dans Invincible, ils ont besoin d'éviscérer tout ce qu'ils trouvent. Et ça, pour moi, c'est un peu de difficulté. Par contre, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'esthétique, parce que moi, je suis pas très normalement série animée occidentale, parce que j'ai beaucoup grandi avec le Club Dorothée et tout le côté japonisation, c'est qu'il y a un feeling manga. En fait, c'est une série qui est faite à l'occidental, mais avec cette patte un petit peu manga, et qui fait que c'est vraiment très très cool. Et il y a pas mal de doubleurs chez les Américains, avec plein d'acteurs qu'on connaît. Je te les donne pas parce que je suis très mauvais en nom d'acteur, mais voilà, tu as des doubleurs que tu vas vite identifier. Et il y a une série, enfin, il y a potentiellement soit une série, soit un film en live action qui serait dans les cartons. Franchement, je serais assez pour de voir arriver ça, donc je recommande. C'est sur Netflix? Prime Video. Prime Video. Ouais. Ok, d'accord. Et ben moi, je vais vous parler de Netflix, une série qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Adolescence. C'est l'histoire de Jamie Miller, 13 ans, qui est arrêté pour pour le meurtre d'une camarade de classe. J'en ai entendu parler. Et là, il y a un bouleversement complet qui se passe, bien évidemment, dans la vie de la famille, vous imaginez bien. C'est un succès de malade, hein. C'est 24 millions de vues à travers le monde en à peine une semaine. Enfin, c'est l'un des plus gros cartons Netflix depuis le lancement. Je crois que c'est la première fois que j'entends parler là sur le podcast. Ah ouais, je Et crois. bah écoute, c'est vraiment super intéressant. Globalement, c'est une série qui décortique les effets
effets, les mécanismes de la masculinité toxique et ce qu'ils appellent tout simplement de ce que c'est de grandir à 13 ans dans la société d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le tout numérique et il y a aussi un clivage énorme entre en fait les adolescents et les parents. Et c'est vachement démontré dans la série. Tout ça, c'est en 4 épisodes. Et surtout, chaque épisode est un plan séquence. Ouais. Ah ouais? C'est monstrueux. Mais le travail, Ça doit être fou. c'est incroyable. Niveau montage et tout. Alors ça doit déjà, être- niveau montage, c'est finalement assez simple puisque tout a été filmé en une traite. Ouais, Il y a- mais après, tu as des artifices. Tu peux faire des cuts. alors, il n'y a, ouais. y a aucun cut. Ah non, c'est vraiment. C'est-à-dire que C'est- s'il foire la truc, il recommençait depuis Il le début. recommence tout. C'est Ah, mais le putain. travail de l'acting L'acteur. est monstrueux. Mm. Le travail de la mise en scène est monstrueux, la préparation en amont est monstrueuse. Jusqu'à tu as des behind the scenes que tu peux voir maintenant sur internet où le Les mec coulisses, les il behind the fait scenes. ouais c'est ça les coulisses où le mec fait un travelling en steadicam mais en fait sur le steadicam tu as le drone et ensuite à la fin le drone s'envole pour faire le plan de fin de la série. Incroyable. La série est monumentale sur la réalisation en tant que telle. Le sujet aussi est très très fort, très poignant. Il y a un vrai enjeu en fait, même pour les parents d'aujourd'hui, pour se poser des questions sur la manière dont on va élever nos enfants, adapter aussi la consommation des réseaux. Il y a aussi ce qu'on appelle la manosphère, tout ce côté un peu le côté très masculin et un peu les excès de la masculinité sur internet qui vont dénigrer un petit peu Les femmes. les femmes et puis le côté aussi bullying en cours, j'ai plus le terme en Harcèlement. français, le harcèlement scolaire, etc. Enfin bref, c'est vraiment vraiment très très poignant. C'est 4 épisodes, donc ça se fait en 4 heures puisque c'est globalement 1 heure. Et puis c'est en fait la manière dont c'est abordé, le sujet qui est très fort et la mise en scène de par le plan séquence en fait une série vraiment très très agréable à regarder et en même temps tragique et très très prenante. Donc voilà, Adolescence sur Netflix, je vous conseille vraiment d'aller la voir, ça vaut vraiment le détour et puis même pour se C'est poser- américain comme série? alors c'est une série américaine, ouais, qui a été faite par Stephen Graham et Jack Thorne. Non, c'est pas américain du tout, pardon, je dis une connerie, c'est anglais, c'est une série C'est anglaise. anglais, ok. C'est une série anglaise et d'ailleurs l'un des réalisateurs est le papa de la série. Donc voilà. Mais allez, foncez voir ça, franchement, que vous ayez des enfants ou pas, ça vous avez sans doute peut-être un neveu, une nièce, un cousin, machin, ça peut ça laisse à réfléchir, ça pose à l'interrogation et c'est vraiment très très poignant. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir passé ce petit moment avec nous Yes. dans Bubble, c'était vraiment très très chouette. J'étais très content sur cet épisode d'avoir un petit peu votre avis, ce ping-pong un petit peu finalement de notre quotidien et de votre quotidien aussi, de ce que c'est de bosser, de jouer, de tout ça. C'était vraiment très cool. On attend un petit peu vos avis aussi en DM sur Instagram ou même d'enregistrer vos questions. Vous pouvez faire ça via le premier lien On a encore dans des la timides, description. on a encore des timides. Venez, on ne mord pas. Hein. Qui sait, vous serez peut-être dans le prochain épisode du podcast. En tout cas, nous, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode du coup. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao, ciao.